Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée au massacre de Kumba, au film d'horreur de Kumba, pour reprendre le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. 7 enfants, rappelle Cameroun Tribune, ont été froidement abattus et plusieurs autres blessés samedi dernier par une bande armée. C'était dans une école au quartier Fiango, à Kumba, dans la région du sud-est du Cameroun. Mais comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à un massacre d'enfants? Un massacre d'écoliers dans leur école, dans leur salle de classe? Nous sommes tous coupables, répond le journal Intégration. Pas vraiment, semble relativiser Eco-Matin qui soutiennent que c'est le prix de la radicalisation des principales parties au conflit au Cameroun. Cabral Libi, lui, pointe un doigt accusateur sur le président de la République, rapporte le quotidien Le Messager. Paul Biya doit stopper la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le leader du PCRN, selon le journal La Rue des Écoles, fustige l'indolence du chef de l'État qui l'invite à prendre ses responsabilités suite à la boucherie de Kumba. Mais alors, de quelle responsabilité s'agit-il? En quoi consiste prendre ses responsabilités? Pour le journal Mutation, il s'agit bien évidemment de négocier et d'obtenir un cessez-le-feu plutôt que de persister de façon vigoureuse sur la voie de l'option militaire. Le journal d'Alain Boyomo soutient que Kumba marque un tournant décisif dans la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais en attendant, le président de la République observe Cameroun Tribune, condamne ces atrocités et rappelle qu'il a donné des instructions fermes afin que tout soit fait pour mettre la main rapidement sur cette horde de criminels. Le chef de l'État a ensuite décrété la journée d'hier, samedi, journée de deuil national en mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre dernier à Fiango, à Kumba, dans le département de la Mémé. Cette sortie de Paul Biya, note la nouvelle expression, survient alors que deux de ses opposants les plus radicaux l'ont précédé sur ce terrain. Maurice Kamto, qui a appelé à une journée de deuil national le jeudi 29 octobre, et Edith Kawala pour le vendredi 30 octobre 2020. Si la nouvelle expression conclut que Paul Biya se met ainsi à la remorque de l'opposition, le journal Le Messager, pour sa part, y voit une danse macabre des politiques. Et parlant des politiques, parlant de Maurice Kamto, président national du MRC, il faut indiquer que les militants de cette formation politique étaient encore au tribunal cette semaine. Parmi eux, Mamadou Mouta, premier vice-président, condamné à 24 mois de prison en septembre 2019 suite à une mutinerie à la prison de Kondengui en juillet 2019. Il voit sa peine être allégée par la Cour d'appel du centre, une peine qui passe de 24 mois à 18 mois. Ainsi, dans quelques semaines, Mamadou Mouta pourrait retrouver la liberté, de l'optimisme à l'horizon. Par contre, en Côte d'Ivoire, l'horizon semble plutôt assombri au regard des violences qui ont émaillé l'élection présidentielle qui s'est tenue hier sur toute l'étendue de ce territoire. Des heurts ont éclaté avant même l'ouverture des bureaux de vote et au terme de ce scrutin, c'est une guerre de communication entre les différentes parties. Pour le parti d'Alassane Dramane Ouattara, le président sortant et candidat à sa propre succession, l'opposition a échoué. L'opposition, pour sa part, estime que le boycott a amené les Ivoiriens à rester chez eux. De toutes les façons, s'achemine-t-on vers un autre passage en force de Alassane Dramane Ouattara? Il faut indiquer que les manifestants qui sont descendus dans la rue protestaient contre la candidature de Alassane Dramane Ouattara à un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Réussira-t-il quand son homologue Alpha Condé a passé en force? Va-t-on finalement obtenir un jour dans les anciennes possessions françaises une élection crédible, transparente et non contestée? Y a-t-il finalement une malédiction francophone en matière d'élection présidentielle en Afrique? On verra tout cela dans le courant de cette émission de Droit des réponses avec nos invités. J'introduis tout d'abord Edmond Kamgia. Edmond, bonjour. Bonjour Duval Fangois, je salue tous les copanélistes et j'adresse mes salutations et mon affection sincère à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission.
Edmond Kamgia, journaliste éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse. Sur le plateau de droit de réponse également, ce dimanche, Christian Massoma, bonjour. Bonjour Duval, je veux particulièrement revenir sur les événements de Kumba pour témoigner au nom du MRC une fois de plus notre compassion émue aux familles des victimes. Je voudrais adresser mes fraternelles salutations au vice-président du MRC et à tous les autres militants qui sont passés à la cour d'appel du centre jeudi et dont les peines pour certains ont été revues à la baisse dans le cadre d'une véritable parodie de justice. Et je pense que quoi qu'il arrive, nous allons finir par aboutir à l'établissement d'un véritable état de droit dans ce pays. Christian Massoma, vous êtes militant du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Charles Élisant, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau de droit des réponses. C'est le RDPC qui vous remercie une fois de plus de l'avoir invité à cette grande tribune d'échange. Vous êtes conseiller municipal, grand conseiller à la mairie et surtout communicant du RDPC. Oui, je suis d'abord militant, convaincant, et en commençant la cellule jusqu'à être à la section aujourd'hui. Pas les militants qui sont arrivés en 2018 pour une élection présidentielle, pas les militants qui aujourd'hui versent des larmes de crocodile. C'est ce qui s'est passé à Kumba et adressent des messages aux gens qui ont été emprisonnés dans une procédure judiciaire normale. Nous ne sommes pas là pour faire la politique politicienne, nous sommes là pour dire la vérité aux Camerounais et leur donner la vraie route à suivre. Edmond Kamgia, passer le deuil. Il faut rappeler que hier, samedi, était journée de deuil national sur toute l'étendue du territoire national, avec le drapeau qui était en berne. Passer le deuil, passer l'émotion, il faut peut-être commencer à établir la responsabilité. Oui, tout à fait, Duval Fangwa. Mais avant d'aborder cette question proprement dite, j'aimerais émettre une opinion par rapport à la journée qui a été officiellement choisie pour le deuil national. Un samedi, un jour non ouvrable, un jour de week-end. Je pense que ce ne fut pas une bonne idée au niveau du choix de la date. Il eût été judicieux et opportun que le chef de l'État décréta ce deuil national un jour de la semaine, un jour ouvrable, c'est-à-dire entre lundi et vendredi. L'inconvénient de cette journée de deuil national le samedi, c'est que ça n'a pas eu toute la portée, tout l'intérêt que le peuple aurait pu en attendre. Voyez-vous, un deuil national, c'est un jour de sacrifice, c'est un jour où le peuple, à l'unisson, comme un seul homme, a une pensée pieuse pour les personnes concernées. Et dans le cas d'espèce, c'était le massacre des innocents enfants. La portée aurait été plus grande si ce deuil national avait été décrété pour un jour ouvrable de la semaine, de manière à ce que les journalistes, par exemple, puissent aller dans les services administratifs, voir effectivement comment est-ce que le deuil national se présente avec les drapeaux en berne, avec les services administratifs qui ne peuvent pas fonctionner normalement parce que c'est un jour, je le disais tantôt, de mémoire, de sacrifice pour le fer de lance de la nation, pour cette jeunesse qui a été broyée, écrasée, étouffée dans le feu. Ils n'ont plus d'avenir parce qu'ils ont été massacrés, ces enfants-là. Donc, cette opinion, il était importante. Il fallait le souligner. Parce que ça a enlevé, n'est-ce pas, le fait que ça se passe un samedi, ça lui a enlevé tout ce côté-là, solennel. Mais il faut le dire, en définitive, que la semaine qui vient de s'écouler a pratiquement eu 3 journées de deuil. Parce que il y a eu une journée de deuil qui a été appelée, qui a été lancée par un leader politique, le leader du MRC, Maurice Kamto, le jeudi dernier, et on a vu effectivement les gens en noir. Des gens vraiment, chacun à sa façon, aller en prière, exprimer son émotion. On a également vu la journée de deuil, le vendredi, et celle-là, c'est l'église catholique. Et à commencer par l'évêque de Kumba, qui avait appelé les fidèles de son diocèse, et émis le vœu à la conférence nationale, à la conférence épiscopale nationale, que dans tous les diocèses, il y ait cette messe de requiem. Et effectivement, le président de la conférence épiscopale nationale a appelé, n'est-ce pas, ses homologues évêques, pour qu'il y ait
une messe de requiem, une messe pour le repos des âmes. On peut vous retorquer que le jeudi et le vendredi étant pris, il ne restait plus que le samedi. Oui, il ne restait plus que le samedi. C'est pour cela que nous, voyez-vous, à la nouvelle expression, on a dit que le chef de l'État était un des critères de national à la remorque de l'opposition, parce qu'il y avait Maurice Kamto qui avait évoqué, lancé jeudi. Bon, Kawala, elle s'était jointe à la proposition de l'Église pour demander effectivement que le vendredi ait également une pensée, un jour de commémoration pour nos enfants massacrés. Donc, il faut le dire, quand je parle de pratiquement 3 jours, c'est que jeudi, vendredi et samedi, de fait, c'était des journées de deuil au Cameroun. Et je pense que ça a été une bonne chose de se souvenir de ces enfants qui nous ont quittés dans des conditions difficiles, insoutenables. Et nous espérons que cela va vraiment cesser, qu'il n'y aura plus jamais ça, qu'on ne va plus jamais massacrer des enfants innocents dans cette République. Alors maintenant sur la question des responsabilités, est-ce que c'est trop tôt maintenant de commencer à réfléchir sur comment on en est arrivé à une situation comme celle-là? Ce n'est pas très tôt d'y réfléchir. Et je souhaite, et je l'espère, parce que dans les premiers communiqués du porte-parole du gouvernement, qui évoquait notamment le fait que son collègue du ministère de la Défense allait initier une enquête pour qu'on sache effectivement ce qui s'est passé. Mais j'aurais aimé que de manière officielle, le chef de l'État décréta également une enquête officielle, comme ce fut le cas pour Ngarbou. Une enquête officielle pour déterminer, identifier les responsables et les commanditaires de cet assassinat, de cet assassinat odieux, de ce crime odieux. Et nous pensons... Mais Cameroun Tribune indique dans l'une de ses parutions cette semaine qu'au-delà de ce deuil national, le président a appliqué les instructions pour que tout soit fait pour retrouver le commanditaire, les auteurs de ce crime-là. Je l'espère qu'effectivement les fins limiers, n'est-ce pas, de nos forces de sécurité sont sur le terrain. Et il y a eu certaines informations qui ont circulé, selon lesquelles un des assassins aurait été assassiné. Il reste à vérifier encore véritablement cette rumeur qui a circulé. Je ne sais pas si elle est officielle. Il faut qu'on sache, qu'on identifie. Si effectivement l'un d'eux a été assassiné, il faut qu'on sache qui. Est-ce qu'il appartient à une bande armée? Est-ce que celui-là qui a été retrouvé, neutralisé, appartient au groupe des ambazoniens? Est-ce que c'est un soldat, un membre des forces de sécurité? Il faut que l'on sache, si c'est vrai, qui. Et pour la suite, il est important et que dans les meilleurs délais, parce que ça boue encore dans nos cœurs, enragés, l'assassinat de ces enfants. Il faudrait qu'on sache véritablement qui a fait ça, qu'on les identifie, et qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Alors, Charles Élizan, il y a certes les coupables qui seront désignés par la justice au terme, bien évidemment, d'une enquête et évidemment des procès qui pourront s'ouvrir, mais il y a aussi et surtout les responsabilités. Et parmi ceux qui sont présentés comme les responsables de ce carnage, de plus en plus, on a lu dans les analyses la responsabilité de cette dame, je me permets la répétition, responsable de cette école qui, dit-on, dealait avec des groupes séparatistes et qu'il semble que ce deal qui a mal tourné, qui donne naissance ou qui est à l'origine de ce carnage. Est-ce que pour vous, c'est une attitude de cette dame qui dealait avec ces bandes armées, est-ce que c'est une attitude compréhensible ou vous pensez, comme les autres, qu'elle n'avait pas beaucoup de choix dans ce contexte, dans cette zone? Votre question nécessite une réponse en 10 secondes. Mais je m'en voudrais de ne pas me joindre ici à la communauté internationale et nationale surtout, les esprits et puis de paix et de cohésion sociale, pour ne pas présenter les condoléances les plus attestées, qui sont les miennes et celles du RDPC. Et surtout, dans le sillage des dires de M. Kamgia, lui faire comprendre que je suis quand même abasourdi de suivre ici qu'il y a eu 3 jours de deuil national. Si M. Kamgia estime, du haut de éditorialiste qu'il est, du haut de consultant qu'il est, qu'il y a eu 3 jours de deuil national au Cameroun, en mélangeant le décret du président de la République qui institue un samedi deuil national
pour les massacres de Kumba et qu'il estime qu'il faut mettre sur le même niveau que le supposé deuil national décrété par un guignol, je dis bien un guignol, un jeudi et une autre névrosée là, un vendredi, je suis quand même surpris. Il n'y a qu'au Cameroun, du dictateur Paul Biya qu'on voit ce genre de choses. Mais c'est violent, c'est le terme que vous employez. Laissez-moi terminer, je suis en train de parler. Non, parce qu'en même temps, c'est vrai que vous parlez, mais en même temps, on peut vous permettre de qualifier des leaders politiques, il y en a qui estiment que Paul Biya, qui sont dans le champ politique et qui apportent leur contribution à la vie politique de notre pays. Il y en a qui l'insultent tous les jours, il y en a, je voudrais justement faire comprendre. Ils peuvent continuer à les insulter, mais si vous êtes sur ce plateau, Charles Élisant, et que vous estimez que c'est un plateau sérieux, avec des invités sérieux, un modérateur sérieux, eh bien, je vous en prie. Justement, il faudrait qu'on pour avoir cette réaction-là que je l'ai fait, pour faire comprendre aux uns et aux autres que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Et que l'ensauvagement du champ politique que certains ont mis comme leitmotiv de leur combat quotidien, tout le monde peut l'être. Si on ne parle pas, si on n'agit pas, c'est parce que si les paroles sont d'argent, le silence est parfois d'or. Et on a reçu une certaine éducation qui nous permet de ne pas entrer dans la gadoue. Maintenant que j'ai fini de dire ça, parce que je voulais avoir cette réaction, je ne suis pas avancé en disant donc, Monsieur Kamgia, vous ne pouvez pas, du haut de leader d'opinion que vous êtes, mettre au même niveau le décret présidentiel avec le décret de certains acteurs politiques. Vous ne pouvez pas, dans votre analyse, dire qu'on a trouvé des gens en noir jeudi pour estimer que c'est l'appel du leader du MSC qui a été plutôt suivi et non celui du président de la République. Je tiens à vous dire que hier, tous les Camerounais ont communié à cet appel du président de la République. Et puis, il faut le dire, le deuil que nous faisons n'est pas une obligation. Chacun fait le deuil à son niveau, chacun fait le deuil à sa manière. J'ai vu une possession au quartier général de Yaoundé hier. J'ai vu une possession à la Légion de gendarmerie du littoral. J'ai vu une possession à la délégation régionale de la sûreté. J'ai vu dans tous les commissariats, dans toutes les brigades, dans tous les services publics où les drapeaux étaient en berne. Il ne s'agit pas de faire du populisme ou du brouhaha. Il s'agit d'être en communion avec nos enfants qui sont morts. Si vous amenez cela dans le champ politique, c'est de votre point de vue. Maintenant, je voudrais vous faire comprendre que quand vous dites en même temps que le jeudi et le vendredi étaient en prix, Paul Biya n'a eu le choix que de choisir le samedi. Et c'est pourquoi vous dites qu'il était à la remorque. Ça sous-entend tout. Vous êtes dans votre logique. Et on comprend donc qu'on est dans une république où, au lieu que tout le monde communie, comme on voit dans d'autres pays, autour du gouvernement en place, mettant de côté et nos aigreurs, et nos rancœurs, et nos haines, parce qu'il faut communier et lutter contre l'obscurantisme, lutter contre le terrorisme, lutter contre tout ce qui entame cette innocence de la jeunesse qui a été tuée la dernière fois à Kumba. Non, vous avez des gens qui estiment que non, ils doivent faire leur deuil à eux, ils doivent dire que c'est à cause des billards, ils doivent dire que c'est à cause de tel. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Et pour terminer par votre question, M. Duval, parce qu'il a parlé pendant 30 minutes, vous ne l'avez pas relancé, vous voulez me relancer, je voudrais vous faire comprendre que ce sont des bribes de informations qui sortent de l'enquête. Vous savez, une enquête se fait dans des services. En passant, je voudrais vous faire comprendre que Paul Biya, justement, instruit le ministre de la Défense de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé à Kumba. Donc, ne dites pas que vous ne savez pas, il l'a fait. Et les bribes d'informations qui viennent de là nous font comprendre que cette dame avait choisi de dîner avec un groupe sécessionniste pour qu'il n'attaque jamais son établissement. Ce serait un autre groupe qui, fâché de n'avoir et qui estime avoir le contrôle de la situation dans cette zone, qui était énervé et qui a donc dit, après maintes relances, après maintes menaces, que ce groupe va passer comment on appelle ça, en action. Il se pourrait encore, selon certains parents, il se pourrait que ces gars sont arrivés à l'école, ils ne sont pas passés à l'action à l'immédiat. Ils ont passé un peu de temps là-bas à l'intérieur pour négocier avec le principal de l'établissement. Et c'est au vu que les négociations n'ayant pas abouti qu'ils ont attaqué. Il se pourrait qu'un parent dit qu'il les a vus arriver sur des motos, au lieu d'alerter les forces de l'ordre, il dit qu'il a cru que ces gars voulaient attaquer plutôt les FDS, donc les forces de sécurité. Il se pourrait que le voisinage a vu ces gens arriver et personne n'a arrêté les autorités. Il se dit beaucoup de choses, mais tout ce qu'on veut, c'est que comme il a dit, et là je peux le rejoindre, plus jamais ça, et que on comprend donc là dans cette histoire que justement le terme guerre asymétrique a toute sa place. Alors sur cette question, si on reste sur cette hypothèse, en fait quand je posais la question, c'était pas pour qu'on rentre dans des spéculations, c'était pour essayer, qu'on essaie un peu de comprendre, parce que il semble que, je veux dire, l'attitude de cette dame, s'il est établi effectivement qu'elle
essayaient de dealer avec des groupes là. Est-ce que c'est une attitude qui, de votre point de vue, est compréhensible ou qui est condamnable? Je dois rappeler qu'il y a beaucoup d'hommes politiques et même de responsables d'organisations de la société civile qui, dans ces localités-là, pour organiser certaines cérémonies, sont obligés justement de payer cette sorte de taxes ou d'impôts. Est-ce que c'est une attitude qui est compréhensible au regard du contexte ou bien cela est condamnable de votre point de vue? Parce qu'on pense qu'elle aurait pu alerter les forces de défense et de sécurité, elle ne l'a pas fait. Duval, Jésus avait dit, celui qui a même péché, jette la première pierre au monsieur qu'on lapidait. Beaucoup de personnes ont baissé leurs bras avec les cailloux en main. Chez nous, on ne condamne pas. On analyse et on essaie de comprendre. Je tiens à vous rappeler que nous, les francophones, c'est très facile pour nous d'analyser certaines situations. Mais quand nous nous retrouvons dans cette zone avec les anglophones, entre guillemets, qui subissent les foudres de ces gars, on peut se dire, on peut se poser des questions. Par exemple, est-ce que vous vous rendez compte que quand le président de la République signe le comité de désarmement, de démocratie et de l'exception sociale, ça veut dire que vous, Fangwa, qui habitez peut-être le Lébialem, vous avez vu un de vos voisins devenir terroriste, violer votre fille, décapiter votre maman, tuer vos enfants, et l'État vous demande de faire cet effort-là, de l'accepter une fois de plus qui réintègre la société. Cette difficulté à accepter, quand ces anglophones ont fait ça, et qu'ils ont accepté que ceux qui ont déposé les armes reviennent dans le champ normal de la société, il faut qu'on les accompagne dans ce sillage-là. Et c'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas comprendre que cette main tendue de l'État, parce que l'État c'est nous, nous avons accepté qu'ils reviennent, cette main tendue de l'État ne peut pas quand même, c'est-à-dire ne peut pas voiler le fait qu'il vous est quand même possible d'alerter les autorités, même si vous essayez de protéger vos intérêts, vos familles, mais vous pouvez quand même puisqu'on se rend compte que depuis que la population s'est rendue compte qu'elle est entraînée dans une histoire qui n'a ni tête ni queue, depuis qu'elle a commencé à collaborer au niveau de l'information prévisionnelle, on est monté en puissance, et c'est pourquoi l'opération Bamenda Clean avait eu toute sa splendeur. Parce que quand les populations cohabitent, quand les populations collaborent avec l'autorité en place, le banditisme recule franchement. Donc, à mon avis, elle aurait pu arrêter les autorités. Si ça avéré ce qui s'est passé, elle aurait pu arrêter les autorités, on aurait démantelé ce groupe de bandits. Alors, Christian Massoma, puisque lorsqu'on analyse ces faits-là, on fait allusion également à une autre actualité qui a marqué la ville de Douala cette semaine, où on a vu des forces de défense et de sécurité alertées par un chef d'établissement à Makepe, notamment, je crois, la Roshan International School, où la responsable de l'établissement a alerté les forces de police. Les éléments du groupement mobile d'intervention sont descendus sur les lieux et le poteau rose a été découvert. Et les personnes qui s'apprêtaient justement à lancer un assaut sur cet établissement ont été interpellées et sont en exploitation aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire une transposition sur le cas de Kouma en estimant que cette dame, alertée par ces groupes, ces bandes armées qui s'apprêtaient à lancer un assaut sur l'établissement, aurait pu alerter les forces de défense et de sécurité? Est-ce qu'on est dans le même contexte? Est-ce qu'elle aurait pu le faire? Est-ce que c'est compréhensible qu'elle n'ait pas réagi? Duval, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que quand j'arrive sur le plateau de droit de réponse, c'est pour avoir affaire aux personnes qui sont sérieuses dans le cadre d'un débat républicain. Donc je ne viens pas ici pour faire des débats de chiffonniers. Je trouve les propos du représentant du RDPC particulièrement ordurieux à l'égard de M. Maurice Kamto, le président national du MRC. Et je trouve ça inacceptable pour quelqu'un qui est censé représenter les aspirations d'un parti comme le RDPC. Mais bon, ceci étant dit, ils ont peut-être le monopole de cette violence verbale, parce que j'ai vu l'autre jour un de ses collègues, je vais même d'ailleurs le citer, je crois Mboutouze, qui est venu dire ici que c'est le MRC qui était responsable des massacres de Koumba. Donc, ces gens-là doivent savoir que l'état dans lequel ils veulent nous plonger, le chaos dans lequel ils veulent absolument nous plonger, nous n'allons pas les suivre dans ce cadre-là. Revenons à ce qui s'est passé ici. Je pense qu'on ne peut pas, de manière logique, faire des comparaisons entre une dénonciation à Douala et une dénonciation à Koumba. Koumba, on est dans le cadre dans un cadre de guerre. Nous sommes dans un contexte d'exception, dans un contexte où les populations subissent la terreur des bandes armées de manière quasi quotidienne. Donc on ne peut pas imaginer un temps soit peu que
les personnes qui vont se livrer à un certain nombre d'actes et qui pourront être identifiées éventuellement par les bandes armées avec les représailles possibles puissent avoir la même attitude que les personnes qui se retrouvent à Douala dans une certaine quiétude et qui peuvent collaborer de manière un peu plus efficace avec les forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Donc cette transposition me paraît un peu hasardeuse. On peut, sans légitimer l'acte de la dame de combat, comprendre qu'elle vit dans une torpeur avec ses élèves depuis des années, qu'elle vit dans une torpeur avec les parents depuis des années et que l'école n'a même pas eu lieu pendant un certain nombre pendant un certain temps dans cette localité du nord-ouest et du sud-ouest en particulier. Donc il faut comprendre le contexte du nord-ouest et du sud-ouest qui est un contexte particulier, qui est un contexte d'exception et qui ne permet pas aux citoyens de pouvoir exercer un certain nombre de droits et un certain nombre de prérogatives en rapport peut-être avec une éventuelle collaboration avec les autorités publiques en place. Donc voilà ce qui s'est passé à Kumba. Et je voudrais dire que quand on entend un certain nombre d'élucubrations venant de la part des représentants du régime en particulier, on se pose la question de savoir si ces personnes ont véritablement un cœur à compatir avec le drame qui s'est produit à Kumba. Nous l'avons dit, le président national l'a dit de manière assez péremptoire, c'est un acte ignoble, inacceptable, c'est des massacres de nos enfants. C'est des choses qui ne peuvent pas se produire dans une république, même dans le cadre d'une guerre asymétrique, comme vous dites. Moi, je refuse de penser que ces pauvres petits anges étaient des victimes collatérales de cette guerre. Je refuse de penser que nous devons continuer dans cette voie. Et à la suite du président national, je pense que le sang n'a que trop coulé. Et il faut qu'on arrête. C'est ça, en réalité, l'interpellation qui doit être la nôtre aujourd'hui. C'est que nous ne pouvons pas continuer dans cette voie. Au lieu de rentrer dans des joutes politiques, au lieu de chercher à stigmatiser les uns, au lieu de ramener la même rhétorique qui transpire la haine, on doit comprendre que dans une république, et il a cité des exemples tout à l'heure dans un certain nombre d'États, il dit qu'on a vu ça où dans le monde. Dans tous les pays du monde qui se revendiquent d'un minimum de démocratie, lorsqu'il y a des problèmes aussi sérieux, le président de la République convoque l'ensemble de la classe politique. Ils se mettent sur une table, ils discutent et ils recherchent des solutions. Parce qu'il n'est plus question à ce moment-là de faire la différence entre Maurice Kamto, Kawala, Paul Biya. On doit trouver une voie consensuelle pour sortir le pays dans la torpeur dans laquelle il est plongé depuis quelque temps. Et c'est ça la République. Et c'est ça l'idée que nous nous faisons de la démocratie. Quand on parle du deuil national, pourquoi est-ce que le président de la République n'a pas décrété ce deuil national immédiatement après la commission de ces massacres? Pourquoi il a fallu attendre autant de jours? Pourquoi il a fallu simplement qu'on attende son tweet 48 heures, 72 heures après? Je vais vous dire, à Nice avant-hier, un extrémiste a pénétré dans une église et a égorgé 3 Français. 2 heures après, le président Macron était sur le site. Et le conseil de guerre, c'est ça gouverner en réalité. Il faut que les Camerounais comprennent que nous ne pouvons pas continuer avec une gouvernance à tatillon. Nous ne pouvons pas continuer avec une gouvernance qui ne respecte pas les normes, les standards minimum acceptables dans tous les États qui se veulent un temps soit peu démocratiques. Le président de la République aurait dû réagir immédiatement et prendre ses responsabilités de chef de l'État et de chef de la nation. Parce qu'à un moment donné, je pense que quand le pays est plongé dans une forme d'horreur indicible, il appartient au chef de l'État de pouvoir faire en sorte que la communion et le consensus national se fassent autour d'un certain nombre d'actes qui ne sont inacceptables pour nous et qui nous indignent au plus haut point. Alors, M. Zan, au lieu de venir porter votre doigt accusateur sur les autres, interpellez le président de la République et le président national de votre parti qui prennent véritablement ses responsabilités et qu'on arrête avec ce cycle d'horreur. Ok. Alors, Edmond Kamgia, justement, parlons des responsabilités. Le journal Intégration, cette semaine, écrivait en sa une « Nous sommes tous coupables ». Mais lorsqu'on parcourt le journal Le Messager sur la même question, le journal Le Messager qui fait le compte rendu de la conférence de presse donnée par Cabral Libye, président national du MRC, cette semaine sur cette question, l'honorable Cabral Libye pointe, le PCRN, pointe un doigt accusateur sur le président de la République du Cameroun. Cabral Libye estime que l'indolence du chef de l'État justifie ce qui s'est passé à Kumba et qu'il est temps que Paul Biya, président de la République du Cameroun,
prenne ses responsabilités. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez sur la responsabilité du président de la République dans les massacres de Koumba? Duval Fangwa, je vais d'abord revenir sur ce que je pourrais appeler une motion d'ordre sur ce plateau. Droit de réponse est une émission sérieuse qui est dirigée par un présentateur sérieux, par un consultant sérieux et des panélistes que nous avons bien voulu convier sur ce plateau parce que nous croyons qu'ils sont sérieux. Quand un des copanélistes présente des mots grossiers à l'encontre des leaders publics, des leaders d'opinion, des personnalités politiques, nous disons que c'est inqualifiable, ce n'est pas sérieux du tout. Et je voudrais dire aux responsables, aux communicants du RDPC sur ce plateau, M. Zan, voilà, vous avez mon nom, que les qualificatifs, les épithètes que vous avez utilisés à l'endroit des hommes politiques qui ont appelé les compatriotes à avoir une pensée pour les enfants tués, massacrés à Koumba, sont des qualificatifs qui ne sont pas opportuns, qui ne sont pas appropriés, qui ne sont pas signes de maturité et de responsabilité de votre part. Je vous prie de ne pas recommencer. Parce que sur ce plateau, nous invitons des personnes sérieuses. N'invitez plus si vous voulez, c'est votre problème. Ça, c'est d'un. Et de deux, je voudrais dire que nous avons beaucoup de respect pour les téléspectateurs de cette émission, ainsi que d'autres émissions de débat que nous avons ici à Equinox Télévision. C'est l'éditorialiste qui parle. Et je voudrais dire que pour un débat serein, pour un débat constructif, nous avons besoin non pas de nous insulter, ni d'insulter des personnes qui ne sont pas présentes sur le plateau. Mais nous devons, à force d'arguments, à force de démonstrations, soutenir les propos que nous avançons. Le communicant du RDPC sur ce plateau a cru vouloir dire que ce que j'ai prononcé, que les faits que j'ai rappelés sur la chronologie des faits, depuis le 24 octobre, depuis que ces enfants ont été massacrés, j'ai tout simplement rappelé les faits et puis j'ai commis une analyse. Lorsque je rappelle les faits, que tel leader a estimé que tel jour, les compatriotes, les concitoyens pouvaient vraiment avoir une pensée pour nos enfants. Tel autre leader a cru que tel autre jour pouvait convenir à ce que tout le monde pense à ces enfants massacrés. J'ai même rappelé que l'Église, il y a eu dans tous les diocèses de la République une messe de requiem pour le repos des âmes de ces enfants le vendredi, je vous l'ai dit. Et ce sont les faits qui sont déroulés tels que je les présente. Je n'ai pas dit autre chose que ça avant que d'analyser les faits. Et je n'ai jamais dit sur ce plateau, M. Zan, je n'ai jamais dit que nous avons eu je n'ai jamais dit qu'il y a eu 3 jours de deuil national. Il y a un jour de deuil national qui a été décrété par le président de la République, Paul Biya. Il y a d'autres jours de deuil qui ont été lancés. Vous permettez que je déroule? Sont sérieux. Et cela participe, vous savez, la discipline. Allons-y, Edmond. C'est important pour nous à Equinox. Vous l'avez dit, vous l'avez expliqué, les téléspectateurs ont compris. Maintenant, il faudrait qu'on avance sur la question que j'ai posée en rapport avec les responsabilités qui doivent être établies. J'ai indiqué tout à l'heure, et en reprenant le quotidien Le Messager, qui a fait un compte rendu de la conférence de presse de Cabral Libi, président national du PCRN, que le président de la République est responsable des massacres de Koumba au regard de son indolence dans la gestion de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, je pense que le président Cabral Libi est dans son rôle en tant que leader politique. Il a tenu sa conférence de presse et puis lorsqu'il dit que le président de la République doit prendre ses responsabilités, en réalité, il n'est pas le seul à l'avoir dit. Tous les autres leaders d'opinion et leaders politiques l'ont dit avant lui. Donc, il est dans son rôle et je pense qu'il a été entendu. Je souhaite qu'il ait été entendu comme les autres leaders également ont abordé cette question-là. Et même les membres de la société civile se sont prononcés et ont souhaité que le chef de l'État, en tout cas que le gouvernement prenne leurs responsabilités pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Pour qu'il n'y ait plus jamais ça.
Nous avions cru qu'après Ngarbou, où des femmes, y compris des femmes enceintes, ont été assassinées, des bébés, des enfants ont été assassinés, incendiés. Non seulement ils ont été tués, massacrés, mais on a jeté, n'est-ce pas, des produits comme des carburants sur eux, ils ont été incendiés. On a cru que de tels actes n'avaient plus jamais survenu dans ce pays. Et qui plus est, dans la guerre qui secoue depuis 4 ans, pratiquement, les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je pense donc que chacun étant dans son rôle, les leaders politiques, Cabral, Libye et les autres, mais également les responsables de la société civile, on les a vus se prononcer en leur temps et très rapidement sur la question. Ce que nous pouvons tout simplement ajouter, c'est que l'enquête ne traîne pas beaucoup. Et que, parallèlement, ce que la communauté nationale, mais aussi la communauté internationale n'a cessé de dire, qu'il faudrait rapidement ouvrir un dialogue inclusif, en tout cas poursuivre ce qui a commencé au Cameroun le 2 juillet dernier, parce qu'il y a eu une rencontre entre les leaders sécessionnistes, parmi lesquels leader Ayoub Sissi Koutabé, et la partie gouvernementale, pour trouver les voies et moyens de parvenir à un cessez-le-feu. Parce que cette étape est indispensable. Obtenir le plus tôt possible un cessez-le-feu. Je rappelais même sur l'un des plateaux de droit de réponse que Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a donné la possibilité à des pays qui ne sont pas parvenus, des pays en guerre, en crise, en conflit, qui ne sont pas parvenus à cesser le feu, qu'ils ont jusqu'à la fin de l'année. Nous avons encore un peu de temps, mais il faut gagner du temps, parvenir à un cessez-le-feu et trouver le cadre nécessaire pour ouvrir la possibilité d'un débat serein pour la résolution définitive et durable de la crise anglophone. Alors nous recevons sur ce plateau Maître Lavoisier Tapi. Bonjour. Bonjour Duval. Maître. Et bonjour, je souhaite aussi un chaleureux bonjour à tous les copanélistes, Et je voudrais également dire une chaleureuse bienvenue à mon président national, le chairman John Frundi, qui est arrivé ce matin au Cameroun. Je lui souhaite bienvenue au Cameroun et beaucoup de choses. Je pense qu'avec son arrivée, l'animation du SDF va prendre une sérieuse accélération. Donc très bienvenue, chairman, qui est déjà à Yaoundé, qui aujourd'hui, à ce moment précis, est en train de à organiser un culte écuménique en la mémoire des camarades qui sont morts en son absence. Maître Bandam, le bâtonnier Sama, Maître Manga Moussolé, qui est décédé ici à Douala, c'était notre conseiller juridique national, le maire Balik et beaucoup d'autres camarades qui sont décédés pendant qu'ils n'étaient pas là. Il est en train d'organiser un culte en leur honneur. Je voudrais aussi dire bonjour à... J'ai découvert des amis du Val à Koungé Somsi. Koungé Somsi, c'est dans l'arrondissement, c'est un village dans l'arrondissement de Dizangué, département de la Sanaga-Maritime. Et j'ai dit un bonjour particulier au directeur de l'école publique de Koungé Somsi. Une école publique à cycle complet qui a un seul maître public dans la Sanaga-Maritime. Un seul. C'est le seul maître d'État. La Sanaga-Maritime, c'est dans la région du littoral. Oui. Koungé-Soun, c'est à Dizangué, dans l'arrondissement de... Une école publique à cycle complet, de la maternelle jusqu'au Koumaïndou. Un seul maître. Les autres, c'est les parents qui se débrouillent. Alors, vous voyez le droit à l'éducation qu'on claironne dans le RDPC là, voilà comment cela se matérialise. Je vous donne l'exemple. J'étais il y a 2 semaines dans ce village. C'est terrible. Alors, maintenant sur la question que vous trouvez en débat concernant la responsabilité, passer le deuil, passer l'émotion, il faudrait qu'on tire les leçons. Et tirer les leçons, bien évidemment, signifie dégager les responsabilités pour voir quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que Kumba ne se reproduise pas. Merci Duval. Je pense que la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi les Camerounais meurent dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Parce que c'est une guerre camerouno-camerounaise. Les Camerounais meurent à cause de l'arrogance avec laquelle nous sommes gouvernés dans ce pays.
les turéféraires du RDPC claironnent que la forme de l'État est non négociable. Le Cameroun est un et indivisible. Mais c'est un disque rayé, dépassé. La forme de l'État est non négociable. En 1961, à la conférence de Fouman, on a négocié la forme de l'État pour adopter l'État fédéral. Le référendum du 20 juin 1972 concernait la forme de l'État. Le décret du président Paul Biya en 1984 qui transforme la République unie en République du Cameroun, ça concernait la forme de l'État. À la tripartite, on a discuté la forme de l'État. La décentralisation que vous appliquez maintenant, c'est la forme de l'État qu'on a discuté à la tripartite. Quand vous dites la forme de l'État est indiscutable, on en discute tout le temps, monsieur. Comment le RDPC, la guerre du Nord-Ouest-Sud-Ouest, c'est à cause des langages comme ceux-là. La forme de l'État est non discutable. En 2016, quand les avocats et les enseignants lancent la première grève, le pouvoir, coincé à cause des brutalités qui commençaient déjà à être condamnées, initie un dialogue à Bamenda. Il n'y avait pas que les enseignants ou les avocats, parce qu'aujourd'hui, votre trophée de guerre, c'est qu'on a donné des choses aux avocats, on a donné des choses aux enseignants. Il n'y avait pas que les avocats et les enseignants. Il y avait beaucoup d'autres syndicats à Bamenda. Pour peu que les anglophones aient demandé qu'on discute sur la forme de l'État, qu'on discute. On peut discuter sans changer la forme de l'État, mais qu'on discute au moins. Le lendemain, on a dissous le consortium. Abombala s'est retrouvé en prison. Le professeur Fontem Neba s'est retrouvé en prison pour avoir demandé qu'on discute la forme de l'État. Mantou Bibixi a récolté 10 ans de prison au tribunal militaire de Yaoundé pour avoir demandé, pour avoir critiqué la gestion du délégué du gouvernement à Bamenda. Cette intransigeance, cette arrogance a abouti à cette guerre. Et depuis, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Avant Kumba, nous avons pleuré Kumba. Mais moi, je pleure depuis 4 ans, M. Elisan. Pourquoi nos militaires meurent à Bamenda, dans le nord-ouest et le sud-ouest? Pourquoi nos enfants meurent dans le sud-ouest et le nord-ouest? Vous savez, le chef de l'État a décrété un deuil national pour Kumba. Pourquoi on ne l'a pas fait pour Ngarbou? En Ngarbou, c'était 13 enfants sur 22. 13 enfants massacrés. La différence entre Kumba et Ngarbou, c'est qu'à Kumba, ça se passe dans une école, alors que l'école a repris. En Ngarbou, ça se passe dans les maisons de ces enfants. C'était des élèves qui ont été massacrés en Ngarbou. Et le plus jeune était encore dans le ventre de sa mère. On l'a tué, on a brûlé le corps de sa mère. Ce n'étaient pas les séparatistes. Florence Ayafor, Comfort Toumassa, ces dames qu'on a décapitées, que les séparatistes ont décapitées. Ça a suscité l'émoi pour un temps. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me serais attendu à ce que, comme le chairman l'a toujours demandé au président de la République, vous déclarez une journée de deuil national, que cela soit accompagné d'un cessez-le-feu unilatéral. Le dialogue, M. Elisan, c'est l'arme des forts. Un faible ne peut pas accepter un dialogue. C'est quand on est fort qu'on accepte le dialogue. Le dialogue, c'est l'arme des forts. Mais je regrette. Kumba, c'est le RDPC. M. Paul Biya porte dans sa conscience le sang de ses enfants pour le refus systématique de régler la crise anglophone. En mon patois, il y a une expression. Je vais le dire en mon patois. Allez-y sur Nyengaleuche. Allez-y sur Nyengaleuche. Et je vais vous traduire ça exactement. Ça veut dire tuer quelqu'un, aller à son deuil. Vous avez déjà vu un assassin qui se pointe comme ça, il voit comment on enterre sa victime? C'est ce que vous faites. L'histoire retiendra que le président de la République, qui est président de votre parti, le président de la République,
a ouvert sa bouche et a déclaré la guerre à la population anglophone. Paul Biya l'a fait. Tu déclares la guerre aux anglophones. Pourquoi quand vous déclarez la guerre aux anglophones, vous pleurez les dégâts collatéraux? Il y a quelle guerre qui est propre? Il n'y a pas de guerre propre. Et vous, Kumba ne va pas cesser si on ne règle pas ce problème. Alors, M. Tapi, en quelques secondes avant de redonner la parole aux autres, au niveau des pouvoirs publics, au niveau du Sérail, on estime qu'il y a une main tendue qui a été adressée aux séparatistes. On leur a demandé de déposer les armes et d'intégrer les comités qui ont été mis en place. Il y a des opérations qui ont été menées par les pouvoirs publics dans ce sens-là. Et on estime que c'est justement cette radicalisation de cette partie qui peut justifier qu'aujourd'hui, on ne soit pas sorti l'auberge. Oui, mais c'était une fausse stratégie. Monsieur Élise, on ne va pas contester ça. Vous ne pouvez pas en pleine guerre demander à une des parties de déposer les armes. On dépose les armes quand les négociations sont ouvertes. Et pour désarmer les séparatistes, il n'y a pas que Cameroun, on l'a vu ailleurs, pour désarmer les rebelles. On fait des commissions, il y a la Croix-Rouge, il y a des gens qui vont désarmer et on les intègre dans un camp. On ne peut pas en pleine guerre dire aux gens allez dans un camp. C'est une fausse stratégie. Et vous voyez que cette stratégie a échoué. Parce que certains gars qui sont allés dans les camps à Bamenda ont déserté. Et puis même, quand vous dites qu'il faut aller dans des camps, vous savez que dans une guerre comme celle-là, la plupart des jeunes qui sont enrôlés par les forces combattantes, c'est des jeunes désœuvrés. Et quand c'est des jeunes désœuvrés, régulièrement, ce qu'on fait, c'est que quand il y a des négociations de paix, quand les parties belligérantes s'assoient pour négocier la paix, les chefs de guerre ordonnent à leurs combattants le cantonnement dans des camps qui sont clairement identifiés. Et on vient dans ce camp les désarmer, les enlever pour les amener dans des camps où on doit leur donner la formation à un emploi et par la suite la réinsertion. La réinsertion. Ce qui n'a pas été fait. Donc ça, c'est placer la charrue avant les bœufs. Le chairman a demandé constamment au président national du RDPC, qui est le chef de l'État, d'ouvrir un dialogue. Et en ce sens, le cardinal Toumi a initié un dialogue. Parce que ce qui est clair de dire, c'est que il y a des extrémistes anglophones. C'est eux qui ont pris les armes. C'est les extrémistes anglophones qui ont pris les armes. La plupart des anglophones sont en majorité des fédéralistes. Ce n'est pas des sécessionnistes. Ils se sentent camerounais. C'est les extrémistes qui ont pris des armes. Du côté du pouvoir, du côté RDPC, on a des extrémistes. Des extrémistes des vats en guerre. Pour qui il faut massacrer toute la population anglophone pour faire finir la guerre là-bas. Mais ce n'est pas possible qu'on puisse massacrer toute la population anglophone. Ok. Monsieur. Alors, Charles Élisan, le sentiment qu'on a en écoutant Maître Lavoisier Sapi, c'est que toute la mécanique qui a été mise en place par le pouvoir à Yaoundé a échoué. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui avec ce massacre de Kumba. Il y a une maxime populaire qui dit que le chat partit, les souris dansent. Mais quand le chat revient, les souris se rangent. Je suis quand même surpris de voir Maître Lavoisier Sapi citer le chairman 8 fois et applaudir même son retour. Quand on sait que pendant son absence, ils ont créé beaucoup de choses quand il n'était pas là. Ça, c'est votre cuisine interne. Il ne revient pas dessus. Maître. Comme quoi? Non, maître, on se comprend. Il ne revient pas dessus. Les deux tendances du SIF qui se bagarrent à Il n'y a aucune tendance dans le SIF. Ce champ de parler. Ça, c'est vous. Ça vous regarde. C'est-à-dire, je laisse chacun devant ses propres turpitudes. Je voudrais vous faire comprendre que quand vous citez l'histoire du Cameroun à partir de 61 jusqu'à la tripartite, vous parlez de la forme de l'État. Je tiens aussi à vous rappeler que vous avez cité les deux formes qui peuvent vous pousser à la modification de la forme de l'État, que sont lors des discussions en modifiant la Constitution. Votre patron en sait quelque chose en 2008, celui du MSC. Vous parlez du référendum. Il y a aussi le suffrage universel. Et
vous serez plus utile aux téléspectateurs en leur faisant comprendre que votre candidat à l'élection présidentielle dernière était pour le fédéralisme et que ceux qui sont allés voter ont choisi plutôt l'État unitaire décentralisé. Et s'il y a eu vote? Laissez-moi avancer. Ça, c'est un autre détail, M. Lavallée-Chapier. Ceux des vôtres, ceux qui ont voté, ceux des vôtres qui ont été élus lors de ces élections, que vous dites qu'il n'y a jamais eu vote, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été élus par le code électoral camerounais, ils ont plutôt été élus par le code de la route, ou le code des marchés. Parce que quand vous êtes élu, c'est un bon code. Quand les autres ne sont pas élus, c'est un mauvais code. Donc pour vous, c'est le code de la route qui a élu vos gars. Je veux continuer à dire à M. Massouma. Vous avez dit qu'on modifie la Constitution, comment? Non, on modifie la Constitution soit à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en demandant un vote au niveau des parlementaires, soit au cours d'un référendum. Ok. Je parle, je m'exprime. Okay. Et quand j'ai dit au cours d'une modification de la Constitution, j'ai dit 2008, il en sait quelque chose. Donc, je suis un homme politique qui parle. Il faut me suivre quand je parle. Non, je voulais être sûr qu'on a bien compris. On se comprend très bien. Je ne fais pas la rhétorique verbale ici comme certains le font. Je voudrais dire à mon ami Massouma que l'indignation sélective, c'est ça qui n'est pas bien. Quand vous parlez, je vous donne tout le bénéfice du doute. Vous avez l'impression, vous montrez que vous voulez qu'on arrange les choses. Pour qu'on arrange les choses, on nettoie partout. Vous ne pouvez pas nettoyer seulement au RDPC, nettoyer aussi chez vous. Vous citez Mboutozé, mais vous ne citez pas votre camarade Mombo, Mignam, qui a traité mon camarade de Ting-Ting en pleine émission. Non, vous n'avez pas été outré. C'était normal. Non, vous regardez, on disait, on avance. Quand votre ami politique traite Paul Biya de vampire, on applaudit, on avance. Quand mon ami Salmon Béas traite Marlise Doualabel sur ce même plateau, des petites dames de prostitution, on applaudit, on avance. C'est pour ça qu'il a une belle. Non, c'est un détail. Pour la peine que Zanga a donné le vrai qualificatif du patron de Kamgia, c'est devenu, on vous dit qu'on est éditorialiste, on est ceci, on est bon. Moi, je vais avancer, Duval. Pour respecter justement votre téléspectateur, je voudrais vous faire comprendre que vous avez cité la France. Justement, en France, lorsqu'il y a ces événements, aucun homme politique ne sort avant que le président ne soit sorti. Je dis personne ne sort. Et même quand on sort pour condamner, on s'aligne derrière la vision et la ligne du président de la République. Vous avez créé une espèce de concurrence avec Paul Biya, que moins d'événements, vous devez réagir. Coronavirus, vous avez fait des cotisations, parce que vous voulez montrer au ministère de la Santé que vous pouvez soigner le coronavirus. Et il y a la CAN, vous avez cotisé que vous pouvez envoyer votre équipe nationale à la CAN. Vous êtes dans votre logique. On ne peut rien faire parce que c'est un pays de liberté. Mais ce que moi je vous interdis, c'est justement que quand on fait comme vous, supportez vos petites paroles là. Monsieur Kamguevou, vous en sérieux, pas sérieux. Ce n'est pas vous qui faites de moi l'homme sérieux que je suis. C'était pour vous montrer que tout le monde peut descendre dans la boue. Est-ce que vous allez en faire répondre? Tout le monde peut descendre dans la boue. Je suis en train de répondre à votre question. Tout le monde peut descendre dans la boue. Donc pour vous faire comprendre que quand vous dites le RDPC a des aspirations, non. Venant d'un militant du MRC, ce n'est pas bon, monsieur Massouma. Le RDPC, c'est l'aspiration. C'est vous qui avez des aspirations. Nous sommes là où vous voulez être. Donc ne venez pas nous faire des comparaisons futiles et puériles ici entre vous et nous. On parle de la... Quand M. Lavallée-Chapier dit que c'est Paul Biya le responsable, c'est que ce n'est pas un combat. Et là, vous pouvez répéter ce que vous avez dit à votre patron là, s'il vous plaît. Et il n'est pas le seul. Cabral Libi aussi l'a dit. Mais Cabral Libi n'a pas dit. Cabral Libi demande à Paul Biya d'user de ce que lui donnent les prérogatives. Le problème, c'est que vous utilisez les paroles de Cabral Libi comme ça vous arrange. Cabral Libi a dit que la Constitution donne certaines prérogatives exceptionnelles au président de la République à travers le décret de l'état d'urgence ou l'état d'exception. Ça veut dire qu'il faut militariser la zone. C'est ce que vous voulez. C'est ce que Cabral a dit. Il faut militariser la zone. Et je suis quand même surpris ici que vous venez prendre cette partie-là comme ça, vous allez dire que le président indolent, ça veut dire que c'est un président qui est trop laxiste, il laisse trop faire. Okay. C'est justement ça, parce que Paul Biya a justement pour vision le dialogue. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur Maître, des camps concrets où les combattants pourraient déposer les armes. Le décret du 30 novembre 2018 qui institue les camps de DDR, c'est quoi? La charrue avant les bœufs. Vous aurez toujours à dire. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment Kawa Yannick, qui était en ce moment-là, à partir de 2016 et à 2018, le général en chef, avant que Fidmach en arrive, qui a déposé les armes et qui est venu témoigner au grand dialogue, vous trouvez que non, ce n'est pas normal. Le nombre impressionnant de généraux qui déposent les armes, vous ne voyez pas ça. Pour vous, c'est qu'il faut créer
ne savent pas quel genre de camp il faut créer, mais c'est ce que Paul Biya a fait, ce que tout le monde fait. Charles le Elie, problème voilà, dans ce pays, Charles Elie, pour répondre Mais, finalement, pour répondre à ma question, les armes, la guerre continue. est-ce que le massacre de Kumba Oui. ne montre pas que toute la mécanique qui a été mise en place jusqu'ici là n'a pas produit de résultats? Justement, c'est là où je vais blesser les gens, je vais énerver les gens tout à l'heure, là, bas ma réponse. Là, je voulais terminer. Quand mon frère Massouma parle de convocation de la classe politique, monsieur Massouma, je vous regarde dans les yeux. Du 30 septembre au 4 octobre 2019, c'était la convocation de quoi qui avait à Yaoundé? Paul Biya a allé au-delà de ce que vous demandez. Au-delà de la classe politique. Quoi, ça, le grand dialogue national? Oui. Au-delà de la classe, au-delà de la classe politique, il y avait le clergé, il y avait le SDF, ils y étaient. Il y avait Toumi, il y avait Simon Monzou, il y avait la diaspora. Vous voulez la convoquer. Comme vous n'étiez pas là, vous avez choisi de ne pas venir et vous avez choisi 2 semaines plus tard d'aller donner votre copie à l'Audrian, attendre 2 heures, d'être reçu pendant 5 minutes, c'est votre choix. Vous trouvez que Paul Biya va convoquer dans le MRC à une discussion, tout ira bien. Non. Paul Biya a fait tout ce qu'il a fait. Le problème est ailleurs, Duval. Mais la ça me dit que, mais pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il y a dialogue et que les gens continuent à poser? Il a même commis une erreur terrible. Il dit qu'il faut un dépôt unilatéral. Qui doit déposer? Donc, l'armée doit déposer les armes au même niveau que les belligérants? Vous ne m'avez pas suivi. Ah, ok. Je voulais faire dit que le chef de l'État non. doit décréter un cessez-le-feu. Maître. Oui. J'ai fait, Maître, j'ai fait la seconde. Quand si un chef d'État décrète un cessez-le-feu, on sait ce que ça veut dire. Je ne vous apprends rien. Non, vous allez m'apprendre. Parce que votre cessez-le-feu là, je veux le comprendre. Quand on décrète un cessez-le-feu, ça veut dire que l'armée se retire des zones en guerre. Et on laisse quand même quelques éléments pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Au même niveau, vous placez donc l'armée et les belligérants. Ça veut dire que quand on décrète, l'armée se retire, les belligérants se retirent. Donc dans une république... Mais il y a une guerre. La guerre n'oppose pas l'armée camerounaise à un néant. Il y a une force combattante en face. Monsieur Lavoisier Tchapi. Vous niez ou pas? Pourquoi les enfants sont morts à Kumba? Monsieur Lavoisier Tchapi, on a voulu brûler l'école ici. La responsabilité du président de la République, c'est de protéger tous les citoyens. Monsieur Lavoisier Tchapi, quand vous serez au pouvoir, vous n'allez pas protéger tous les Camerounais. Parce que quoi? Au moins, nous n'allons pas favoriser la guerre. Nous n'allons pas favoriser la guerre. Vous aurez au moins la chance d'avoir... Vous me coupez, hein? C'est-à-dire, vous écoutez religieusement. C'est pas facile. Vous faites massacrer les anglophones, c'est pas normal. Quand le Béni fait son travail, mais le fait comprendre Charles, pour sortir... Laisse-moi terminer de quoi? Mais maître, prenons la parole aux autres panélistes. On ne décrète pas... On ne décrète pas le silence. Ma deuxième prise de parole. Vous aurez votre deuxième tout à l'heure. On ne décrète pas un cessez-le-feu comme vous pensez là. L'histoire est pourvoyeuse d'éléments qu'on voit. Donnez-moi un pays où il y a eu décret de cesser le feu et où on a déposé les mêmes armes au même niveau. Non. Les belligérants déposent les armes. Tous ceux qui ont demandé à Paul Biya de négocier avec les terroristes. Mon frère Massouma, c'était la France. J'ai suivi Estrosi, le maire de Nice. J'ai suivi Le Drian. J'ai suivi Macron. Pourquoi ne vont pas négocier avec les gars qui décapitent les gens là? Ils demandent à Paul Biya d'aller négocier, d'aller causer. Pourquoi ils ne causent pas avec eux? Pourquoi le gars qui avait décapité l'enseignant a été massacré par 19 CRS alors qu'il n'avait qu'un couteau en main? Ce n'est pas facile. Et pour terminer, je voudrais vous dire, M. Massouma, quand vous tous avez dit, et là il faut qu'on soit clair, si vous voulez que la crise anglophone se termine, il va répondre sur le plateau. Quand vous tous avez dit que vous êtes responsable de ce massacre, ça joint justement ce que vous avez dit. On tue quelqu'un, on vient en son deuil. Chez nous, les petits, on appelle ça les vous. Quand on parle des conférences de Munich et de Cologne, elles étaient faites pour quel objectif? C'était de cotiser de l'argent pour la cause anglophone. Et on sait qui était là-bas, qui n'était pas là-bas. Bien. Alors, quand c'est la vérité qu'on dit. Sur la question des responsabilités. Vous faites maintenant comme ça. Parce qu'il faut qu'on rappelle que si on parle de dégager les responsabilités, l'objectif, c'est de trouver les solutions les meilleures pour qu'on en arrive à la fin de cette crise et qu'on ne vive plus les atrocités comme celles qu'on a vécues à Kumba le 24 octobre dernier. Duval, je vais vous dire de manière claire et nette. Je pense que le MRC s'est suffisamment prononcé sur les pistes de résolution de cette crise anglophone. Et il n'y a pas que le MRC. L'essentiel des organisations nationales, nos partenaires multilatéraux, la communauté internationale, tout le monde ne fait que dire la même chose. On ne peut pas trouver une solution à travers l'option militaire.
la seule solution ne peut être que tributaire d'un véritable dialogue inclusif qui inclut les véritables parties prenantes au conflit. Quand M. Zhang continue à évoquer le grand dialogue national, j'ai l'impression que nous ne vivons peut-être pas dans le même espace où nous ne comprenons pas les choses de manière intelligente comme naturellement nous devrions le faire. Je pense que le bon sens est quand même la chose la mieux partagée selon Descartes. Mais comment imaginer que quelqu'un qui voit que les résolutions du grand dialogue national n'ont produit aucun effet sur le terrain jusqu'à maintenant, que la situation continue à s'enliser, continue à nous parler du grand dialogue national et des participants lambda et autre chose. Monsieur, vous vous êtes retrouvé entre amis à Yaoundé pour partager les perdièmes de l'État. Parce que ce qui vous intéresse généralement dans ce pays, c'est les derniers publics. Et c'était une autre façon pour vous de pouvoir utiliser l'argent du contribuable pour satisfaire une caste d'amis et autre chose. Laissez ça mon temps de parole. Donc je vais vous dire une chose qui est claire. Vous n'avez pas, et je vous ai dit ça plusieurs fois, vous n'avez pas le monopole du patriotisme dans ce pays. Vous n'aimez pas plus les Camerounais que Maître Tchapi Lavazi, Edmond Kamgia et moi et tous les autres citoyens. C'est notre pays. Personne n'a intérêt à ce que ce pays s'enlise et continue à se déliter comme c'est le cas en ce moment. Mais nous disons que dans un pays qui aspire à se sortir d'une situation qui est particulièrement délétère et catastrophique, il faut que vous sortiez de votre arrogance. Il faut que vous sortiez de votre condescendance, de votre paternalisme, vous, les gens du régime et les représentants du régime. Vous avez dit tout à l'heure que nous aspirons à être là où vous êtes. C'est-à-dire vous vous targuez d'être les dépositaires du patrimoine national. Tout à fait. Vous vous trompez largement. Ce pays appartient aux citoyens camerounais. Les Camerounais peuvent vous donner une petite délégation qui est temporaire pour pouvoir diriger les affaires publiques, mais ce n'est pas votre pays. Donc arrêtez cette forme d'arrogance, arrêtez votre autisme, écoutez la voix du peuple, écoutez les Camerounais qui s'expriment, qui ne sont pas contents, qui estiment que ce pays ne peut pas continuer de cette manière. Le bâtonnier Yondo Black disait sur le plateau l'autre jour à Cédric Noufélé qu'on ne séquestre pas le souffle de l'esprit, d'un peuple qui espère les lendemains meilleurs. C'est-à-dire quand vous avez des gens qui pensent que le pays n'est pas gouverné et que vous voulez continuer à nous embrigader dans une sorte de caporalisation de nos consciences, vous vous trompez totalement de voie. Moi, je vais vous dire une chose, M. Zhang. Oui, dites-moi. Je vais vous dire, non, je vous parle et je suis très sérieux. Dites-moi. Parce que j'ai l'impression que vous aimez la politique politicienne. Non. Vous aimez distraire et divertir les Camerounais lorsque nous devons aborder des questions qui sont hautement sérieuses. Nous ne pouvons pas continuer sur cette voie. Cette voie a montré ses limites. Cette voie a montré ses limites. Le sang des Camerounais continue à couler. Nous vivons un moment particulièrement grave dans l'histoire de notre pays et nous devons pouvoir avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que lorsque nous avons expérimenté une voie qui ne marche pas, on peut en expérimenter une autre. Et je vais vous dire une chose, et je pense que mon maître Tchapi l'a dit tout, négocier n'est pas un aveu de faiblesse pour vous. Discuter n'est pas un aveu de faiblesse. C'est-à-dire rechercher ce consensus national dans une société qui est facturée comme la nôtre en ce moment, ce n'est pas un aveu de faiblesse. À moins que vous ne soyez animé par un autre dessein, et c'est ce que nous pensons, c'est que vous voulez absolument que ce chaos reste un chaos permanent parce que ça vous profite d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est votre point de vue. Hein. Alors, non, je vous le dis, parce que je ne comprends pas quelle est cette insensibilité à pouvoir écouter la voix des Camerounais. Quand vous dites que c'est nous au MRC, ce n'est pas nous, la communauté internationale. Les Nations Unies, la France, la Grande-Bretagne, tous les jours vous appellent à ce dialogue inclusif. Pourquoi vous pensez que toutes ces personnes se trompent sur la manière dont il faut apporter des solutions à cette crise? Je suis en train de... Permettez que j'ai jusqu'au bout de... Vous appelez quoi dialogue inclusif? Parce que vous aimez animer la foule. Vous aimez animer la foule. Vous appelez quoi dialogue inclusif? On vous l'a expliqué. Si vous voulez que je vous donne des cours magistraux sur le cas, donnez-moi le cours. Un dialogue inclusif, c'est un dialogue qui intègre l'ensemble des partenaires sociaux d'un pays. Je ne suis pas là, non, c'est pas vous le modérateur. Arrêtez de dire chaque fois que je parle. C'est vous qui êtes en train de divertir. Je suis en train de vouloir m'exprimer, mais vous ne me posez pas. Vous ne m'interrompez pas chaque fois. Dialogue inclusif, vous n'arrivez pas à citer les participants. C'est qui qui doit participer? Monsieur Massouma. Si vous voulez qu'on se retrouve dans un débat de chiffonnier, je l'ai dit tout à l'heure, je suis capable d'arriver à ce niveau. Mais moi, je ne suis pas là pour rentrer dans votre Charles-Élise, parce que je pense que tout à l'heure, quand vous parliez, vous écoutez. Non, je vais expliquer au Camerounais ce que c'est que le dialogue exclusif. Vous n'arrivez pas à expliquer. Non, c'est moi,
inclusif. Charles Elie, sauf si vous voulez prendre ma place. Vous n'arrivez pas à expliquer. Je crois que jusqu'ici, c'est moi le modérateur de... Je pense que dans le cadre de la crise au nord-ouest, pour revenir un peu plus sérieusement à la question qui nous interpelle, on sait qui sont véritablement les leaders sécessionnistes. C'est-à-dire, on sait quelles sont les personnes influentes capables d'apporter une solution ou capables d'être des interlocuteurs pour les pouvoirs publics. Je pense que c'est même dans ce cadre, comme le disait tout à l'heure Edmond, qu'au mois de juillet, il y a eu des approches avec Ayouk Abok Tabe, qui était une forme de discussion préliminaire. C'est ce que Ayouk Tabe. Non, il y a eu dialogue. Je n'ai pas parlé de... Permettez qu'il agisse. On ne peut pas continuer comme ça. Mais Charles Ali, Charles Elie, s'il vous plaît. Si vous voulez plus qu'on continue à débattre, on ferme et on s'en va. Non, écoutez, c'est lui qui parle. Il ne faut pas jouer à ça. Écoutez-le. Il dit qu'il n'y a pas eu de discussion. Il dit qu'il y a eu de discussion avec Ayouk Tabe. Mais attendez qu'il dise ce qu'il a dit. Charles Elie, on va pas respecter les téléspectateurs. Non, écoutez. Finalement, c'est pas où on va. Charles Elie, respectons les téléspectateurs. Quand vous parliez tout à l'heure, ils vous écoutaient. Donc permettez qu'il déroule. Lorsqu'il aura fini, prenez des notes, vous avez un stylo, vous allez poser la question et on va continuer le débat. On ne peut pas continuer à évoluer comme ça. Okay, c'est manquer de respect pour aux téléspectateurs. Donc vous terminez Christian. Alors est-ce qu'on peut... Je vais chuter justement. J'étais en train de dire que si son option c'est de divertir, je vais aller jusqu'au bout. J'étais en train de dire qu'on peut identifier, et tout le monde sait qu'on peut identifier les personnes capables d'être des interlocuteurs crédibles dans le cadre de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et il faut qu'il y ait une médiation éventuelle qui pourra garantir l'impartialité des négociations et peut-être aboutir à un minimum de résultats qui pourra nous conduire au cessez-le-feu. Parce que je pense qu'il faut en arriver là. Il n'y a pas un prix suffisamment fort à payer pour arrêter le bain de sang qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest. Quitte à ce que nous soyons dans une situation où nous allons peut-être pour les va-t-en-guerre comme M. Zhang et sa bande qui comprennent qu'il n'y a pas un prix suffisamment fort pour la paix. Il n'y a pas un prix qui puisse dépasser ce que nous venons de vivre en ce moment à Kumba. C'est-à-dire nous ne pouvons pas arriver au point où l'indignité est la chose qu'on va banaliser. C'est-à-dire qu'on regarde comment on égorge les Camerounais à longueur de journée. Alors que nous savons que sur le plan politique, on peut avoir un certain nombre de mesures que nous pouvons implémenter de manière en sorte que cette crise s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Je vais chuter par là. On a dit ici qu'au-delà de tout ce que nous disons, le problème, ce n'est pas le problème des extrémistes. Le problème, c'est sur les revendications politiques et notamment la formule de l'État. Et je ne peux pas comprendre que le RDP soit autant sourd. Avant que nous n'arrivions à l'État, à la République unie et puis à la République du Cameroun, nous étions une fédération. Et la fédération peut être une option sur la table si les Camerounais décident que c'est l'option qu'ils ont choisie dans le cadre d'une concertation et d'une négociation. Le président Maurice Kamto l'a dit depuis des années que nous pouvons discuter de tout ça. Nous sommes des Camerounais, nous devons arriver à un point où nous nous regardons en face et nous essayons de chercher des solutions et des compromis nécessaires pour nous sortir de la situation particulièrement dramatique dans laquelle nous nous trouvons. Mais M. Zhang, je vais vous continuer à le dire, et ça c'est mon dernier mot, vous n'allez pas plonger le Cameroun dans un bain de sang. Vous n'allez pas nous permettre de nous entretuer parce que vous vous claquemurez dans votre arrogance, dans votre pédantisme et dans tout ce que vous croyez être les dépositaires. Edmond Kamgia, Christian Massoma l'indique, il y a un certain nombre de leaders politiques, parmi lesquels Maurice Kamto, président national du MRC, qui ont estimé qu'il y avait des mécanismes à mettre en place de façon prioritaire pour le Cameroun, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour mettre un terme à cette guerre avant toute autre opération. Aujourd'hui, ce qui se passe à Kumba, notamment avec le massacre des enfants dans une école, est-ce que ce n'est pas une façon de donner raison à ceux qui estiment que la mécanique qui a été mise en place n'a pas produit les résultats? Je dois rappeler qu'à un moment donné, le ministre de l'administration territoriale, qui échangeait par exemple au cours d'une rencontre avec des chefs traditionnels, leur avait donné la garantie qu'effectivement toutes les conditions étaient mises en place pour qu'ils retournent notamment dans leur localité et que la sécurité allait être assurée. On se souvient également qu'à la veille de la rentrée scolaire, il y a des indications qui ont été données faisant état de ce que la sécurité serait garantie pour les élèves qui iraient à l'école et pour les enseignants qui devraient se déployer dans les différents établissements scolaires. Est-ce que le massacre de Kumba ne vient pas montrer qu'il va être difficile pour l'État de mettre un soldat derrière chaque élève, derrière chaque enseignant?
Duval Fangwa, je comprends le sens de la question, je vais y répondre. Mais je voudrais de nouveau dire à M. Zan que je n'ai pas de patron politique. Vous m'avez cité encore une fois. C'est un lapsus, je crois. Il a dit que je défends mon patron politique, que j'aurai le même patron politique que M. Massoma. Je n'ai aucun patron politique. Je suis éditorialiste au groupe La Nouvelle Expression. Je suis éditorialiste sur ce plateau d'Equinox Télévision. Mon seul patron, c'est le PDG du groupe La Nouvelle Expression, qui a, n'est-ce pas, du groupe La Nouvelle Expression, qui comporte le quotidien La Nouvelle Expression, la radio Equinox et la télévision Equinox. Quand je l'ai dit ainsi, je souhaite ne plus y revenir. Okay. Maintenant, sur la question que vous posez, M. Fangwa, je pense que les événements récents nous montrent à suffisance qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, pourquoi? Parce que plusieurs jours avant, j'allais même dire plusieurs semaines avant la rentrée scolaire, on a vu des autorités administratives, on a vu des autorités municipales du coin, enfin des régions du nord-ouest et du sud-ouest, pratiquement faire de la campagne pour le retour à l'école. Et nous avons à Equinox Télévision rendu compte de manière régulière des actions de sensibilisation qui ont été menées pour encourager les parents à ramener les enfants à l'école. Et dans leurs propos, ces autorités administratives et municipales et autres personnalités, y compris des députés de la région, faisaient savoir aux parents d'élèves que voici venu le moment de ramener nos enfants à l'école, y compris ceux qui se sont déplacés dans les autres régions. Et on a vu beaucoup d'enfants qui étaient partis à Yaoundé, qui étaient à Douala, à Bonabéry, à Yaoundé, retourner à l'école. Et je dois dire que parmi les 7 enfants assassinés, il y a un enfant qui était parti à Yaoundé, qui vivait à Yaoundé, qui poursuivait ses études à Yaoundé. Mais c'est ce message qui a amené le parent d'élève à ramener l'enfant à Kumba qui a été assassiné. Il dit, parmi les enfants, il y a une qui était partie, qui était déplacée, qui est revenue parce que son père, ses parents ont cru que le moment était venu de ramener les enfants à l'école. Donc, ce discours qui semblait rassurant vis-à-vis des parents d'élèves a montré finalement qu'il y a eu un couac. C'est-à-dire, en réalité, on a dit aux parents d'élèves que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité de vos enfants s'ils retournent à l'école. Mais voyez-vous, l'événement de Kumba a montré que toutes les dispositions ne sont pas prises pour que les enfants puissent retourner normalement à l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ça, c'est un gros problème pour répondre à un pan de votre question. Un autre pan de votre question serait de savoir si déjà le retour à l'école que tout le monde souhaite, que nous avons tous souhaité, même sur ce plateau, et que même Ayoub Tabé Sissiko a souhaité le retour à l'école, si ça ne peut pas marcher, maintenant, que faut-il faire pour que non seulement il y ait une véritable possibilité pour un retour à l'école dans les régions nord-ouest et du sud-ouest, mais qu'en réalité et qu'en définitive, il y ait la possibilité pour les activités sociales, économiques et autres de fonctionner à un niveau acceptable dans ces zones sinistrées, le nord-ouest et le sud-ouest. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ce qu'il faut faire, c'est de tout faire pour parvenir à un cessez-le-feu. Et on ne peut pas parvenir à un cessez-le-feu si les parties belligérantes, c'est-à-dire d'un côté nos forces de sécurité et de défense, et de l'autre côté les groupes et bandes armées qui pour la plupart sont connus sur le terrain, c'est plusieurs groupes auxquels aujourd'hui malheureusement il faut dire des groupes de bandits. Il y a des groupes de bandits qui se sont mêlés dans la danse et rendent confuse la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, rendre plus complexe encore la résolution de la crise. Parce qu'on aurait pu avancer sérieusement si l'option d'un véritable dialogue inclusif, je le rappelle, avait été privilégiée par le gouvernement. Mais elle n'a pas, cette option n'a pas été privilégiée. C'est la solution militaire qui a été privilégiée. Mais alors, on se rend compte qu'après plus de 3 ans et demi, voire 4 ans de guerre,
On stagne, on n'avance pas. Il y a des morts, aussi bien parmi les forces de défense et de sécurité, que des morts parmi ces groupes et bandes armées, que des morts parmi les populations civiles, y compris ces civils qui doivent être protégés par les conventions internationales, y compris les conventions de Genève en temps de guerre. Les enfants, les femmes et les vieillards, ce sont les personnes vulnérables qui n'auraient jamais dû être les victimes auxquelles on assiste tout le temps, en Garbou comme à Kumba. Ce sont des personnes vulnérables qui sont censées être protégées par l'État du Cameroun. La mission, c'est de protéger, parce que l'État et le chef de l'État, sa grande mission, c'est de protéger non seulement les citoyens camerounais, mais l'intégrité territoriale. Et sur le point de l'intégrité territoriale, nous sommes parfaitement d'accord avec lui. Je crois que la plupart des Camerounais sérieuses, responsables, ne veulent pas de la sécession. Nous voulons tous que le Cameroun reste dans sa forme, respecte son intégrité territoriale. Mais le débat de fond auquel on a toujours mis sur la table ici, c'est qu'il faut débattre de la question essentielle, c'est la forme de l'État. Et cette question-là, on a eu à en débattre. Comme disait M. Zapi sur ce plateau, à la tripartite, l'essentiel débat portait sur la forme de l'État. Et il y a eu une modification dans la Constitution sur la forme de l'État. Parce que, avant la rencontre tripartite d'octobre-novembre 1991, de cette date-là à la Constitution du 18 janvier 1996, on a implémenté une bonne partie des résolutions de la tripartite. Parce qu'on est parti d'un État unitaire centralisé à un État unitaire décentralisé. La forme a bougé de centraliser à décentraliser. C'est la forme de l'État qui commençait à connaître une mutation. Mais on s'est rendu compte que le fait de ne l'avoir pas rendu effective, cette décentralisation pendant plus d'une vingtaine d'années, a rendu des frustrations vécues a renforcé la frustration, la marginalisation, et nos frères et sœurs de ces deux régions se sont sentis trompés parce que c'était le fruit d'un consensus. Parce que la forme décentralisée de l'État actuel visait à terme à être comme un passage de transition vers le fédéralisme au cas où la décentralisation avait abouti. Malheureusement, on est obligé de revenir sur la table et se dire, finalement, puisque la décentralisation n'a même pas été implémentée. Il faut donc s'asseoir sur la table, et réfléchir à nouveau. Et Maître Lavoisier-Tchapi, il y a une formation politique, notamment le MRC, qui, ces derniers temps, a estimé que c'était une question prioritaire et d'ailleurs avait annoncé qu'au cas où cette crise anglophone n'était pas réglée, il ne serait pas question pour cette formation politique de participer à une quelconque consultation électorale, et avait d'ailleurs menacé d'organiser une série de marches au cas où la consultation électorale, le corps électoral était convoqué sans au préalable la résolution de cette crise-là. Il s'agit notamment du MRC, et qui a donc appelé à des marches le 22 septembre. Et on se souvient que dans le sillage de ces marches du 22 septembre, il y a un certain nombre de cadres de cette formation politique qui ont été interpellés. Olivier Bibounissak, porte-parole de Maurice Kamto, Alain Foguet, cadre également de cette formation politique. Ça fait 1 mois, 10 jours qu'ils ont été interpellés, gardés au CED sans aucune notification. On a donc appris en fin de semaine dernière qu'ils sont donc officiellement placés sous mandat de dépôt au secrétariat d'État à la Défense. Vous qui êtes avocat et qui êtes juriste, Maître Lavoisier-Tchapi, à quelle disposition du Code de procédure pénale renvoie une telle opération où des individus sont interpellés, gardés pendant 1 mois avant d'être notifiés officiellement de leur mandat de dépôt? Ben c'est de l'arbitraire, tout simplement. Parce que avant le MRC, il faut reconnaître que le chairman Nijon Frundi est descendu dans le sud-ouest, entouré des députés, des sénateurs et des maires avec leurs écharpes. En 2016, le chairman est descendu à Boya. Il a prêché la résolution de la crise anglophone dans des meetings publics. Il est descendu à Bamenda, il a fait la même opération. Et
le chairman n'a jamais été arrêté, il n'a pas été poursuivi pour être descendu dans la rue et pour avoir demandé à ce que la crise anglophone soit résolue. Ce qui arrive au MRC, c'est de cette manière que le pays est gouverné. Nous disons que le pays n'est même plus gouverné. Le Cameroun n'est plus gouverné parce que je ne sais pas si le président de la République dit encore un mot sur les affaires de ce pays. Il est inadmissible que des gens soient arrêtés dans leur domicile. Bibou Nissara a été arrêté dans son domicile. Il n'était pas dans la rue. Je connais des avocats à Bafoussam qui ont été arrêtés dans leur domicile, qui ne sont pas sortis le 22, mais qui ont été poursuivis. Alors, qu'on aille dans les domiciles des gens sans mandat d'arrêt, sans mandat de perquisition, fouiller leur domicile et les interpeller, même la procédure de flagrant délit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que de telles arrestations, depuis que le code de procédure pénale existe, ne s'opèrent qu'en cas de flagrant délit. C'est-à-dire on vous prend en train de commettre l'infraction. Ce n'est pas le cas. Le professeur Alain Foguet, quand il a appris que le professeur Maurice Kamto était séquestré, il est allé voir ce qui se passe, il a été interpellé. Il n'est pas sorti pour une marche. Le professeur Kamto, on le séquestre, il n'était pas dans la rue. Donc vous comprenez que le RDPC se fout de la loi. Le RDPC, le gouvernement piétine la loi. Le ministre de la Justice, j'ai honte que le ministre de la Justice soit celui-là qui se comporte comme ça, qui valide des choses comme ça. Les magistrats qui ont inculpé ces Camerounais-là et qui les ont placés sous mandat de dépôt, c'est bizarre. Parce que lorsque la loi sur le terrorisme est proposée à l'Assemblée nationale, on a vu carrément que dans cette loi, on avait intégré les dispositions qui étaient déjà prévues pour les réunions et les manifestations publiques. Donc, les manifestations publiques au Cameroun devenaient un crime passible de la peine de mort. À savoir que si vous dites quelque chose contre le RDPC, si vous tentez de contredire ce que le RDPC fait dans la rue, vous encourez la peine de mort. Et nous avons le barreau du Cameroun, le bâtonnier à l'époque, Maître Niekamga, avait réuni le Conseil de l'ordre. Ils ont sorti un communiqué pour fustiger cette loi et demander que les dispositions liberticides qu'on avait intégrées dans la loi pour la lutte contre le terrorisme soient modifiées. Cela n'a pas été fait. Le SDF, à travers ses députés à l'Assemblée nationale, a déposé presque une vingtaine d'amendements qui n'ont pas été tenus en compte. Vous connaissez les attitudes de M. Cabral Yégué Gibril. Quand ça vient de l'opposition, ça n'arrive même pas dans son bureau, ça reste à son secrétariat, ça n'arrive même pas dans son bureau. Donc, c'est dans ces circonstances que cette loi extrêmement liberticide a été adoptée. Et même si elle a été adoptée, je voudrais dire que le tribunal militaire, la procédure applicable devant le tribunal militaire, c'est le code de procédure pénale. Et le code de procédure pénale a prévu un mécanisme pour arrêter les gens. A prévu un mécanisme pour les inculper et pour les traduire en justice. Ce qui arrive par exemple à Maurice Kamto, il n'y a rien de légal là-dedans. Parce que si vous estimez que le professeur Maurice Kamto a commis une infraction à la loi pénale, s'il a appelé à l'insurrection, il faut l'arrêter, le traduire devant un juge. Devant un juge d'instruction. Le juge d'instruction va ouvrir l'enquête. Si les faits sont avérés, on le traduit devant une juridiction de jugement. Et son internement, c'est une situation de plus arbitraire. La liberté d'aller et venir, M. Elisan. Personne ne peut vous empêcher de sortir de votre maison et d'aller à votre service, de sortir de votre maison pour aller vous promener ou pour aller au marché. Mais ce qu'on fait au professeur Maurice Kamto, où est la base juridique? Où est la décision de justice? Il dit que c'est incroyable, on n'est plus dans un état de droit. On est dans une jungle où le plus fort croit que s'il a des ongles, il va attraper le plus faible et le déchirer avec les ongles. C'est ce qui se passe avec les RDPC. Ce n'est plus un état de droit. Mais pour revenir au problème anglophone, là, je voudrais vous dire que n'en déplaise au turiféraire du RDPC, n'en déplaise à Tanganji, n'en déplaise à Fam Dongo, n'en déplaise à René Sadi ou à Issa Chiruma Bakari, il y a un problème anglophone. Le problème anglophone, c'est que les anglophones refusent la francophonisation du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous donne un exemple. Entre 1961 et 1972, il n'y avait pas de sous-préfet dans le Cameroun anglophone. Il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de gouverneur, des personnalités nommées qui venaient surplanter les élus. Le code de la décentralisation que vous avez là.
les personnes nommées, les sous-préfets, les préfets font la pluie, le beau temps dans les mairies. Si un préfet veut paralyser un maire qui est un élu du peuple, il le paralyse. Regardez ce qui se passe à Fouman. Entre le préfet Dunoun et le maire de Maïmo, regardez ce qui se passe à Njombe Penja. Donc vous avez des élus, des gens à qui la population a confié un mandat pour son développement, mais le pouvoir central se croit le devoir de nommer des gens pour les supplanter, pour les brimer et pour décider en leur lieu et place. C'est ce qui se passe là, avec ce que vous appelez décentralisation, les régions. Vous savez le sort des décisions qui seront prises par les régions. Le gouverneur a le droit d'annuler toutes les décisions que la région peut prendre. Le gouverneur n'est pas élu. Les anglophones refusent ça. Et ça n'existait pas avant. Il y avait un premier ministre là-bas. Et il y avait un président de la République dans le Cameroun francophone. La House of Chiefs que vous avez mis dans la décentralisation là. Monsieur Zan, allez faire les recherches dans l'histoire. Regardez comment fonctionnait la House of Chiefs dans le Southern Cameroun. Est-ce que c'est ce que vous avez mis là? Donc pourquoi voulez-vous nier qu'il n'y a pas un problème anglophone? Atanganji allait faire quoi à Kumba alors qu'il a dit qu'il n'y a pas de problème anglophone? Voilà ça. Donc la solution, monsieur, c'est le dialogue. Dialoguer avec les anglophones. Vous avez fait le grand dialogue national, 700 délégués, 500 francophones. Vous avez fait? Oui, vous avez organisé le grand dialogue national. J'étais pas là. Le SI n'était pas là-bas. J'étais pas là. Vous avez organisé le grand dialogue national. 500 francophones, 200 anglophones. Ouais, mais... Quand vous amenez 500 francophones, est-ce que les 500 francophones là sont originaires du nord-ouest ou du sud-ouest? Est-ce qu'ils ont perdu quelqu'un là-bas dans le nord-ouest ou le sud-ouest? Est-ce qu'ils ressentent dans leur chair que leur maison a été brûlée? Est-ce qu'ils ressentent dans leur chair que l'école où ils vont envoyer leurs enfants a été brûlée et n'a pas été reconstruite? Est-ce qu'ils ressentent dans leur chair qu'il n'y a pas un pont pour aller chez eux? Alors, donc, moi je pense que le problème anglophone, il est là. Parce que il y a une vérité qu'il faut comprendre. Notre armée nationale que nous aimons bien est allée là-bas pour protéger les populations. Elle est allée là-bas pour éradiquer les séparatistes. Mais on se rend compte que 4 ans plus tard, il y a plus de 12 000 morts. Il y a plus de 1000 morts du côté officier, du côté des forces armées et tout ça. C'est des morts qu'on aurait pu éviter. Okay. Et une armée qui s'éternise dans un conflit comme celui-là est assimilée à une armée d'occupation. Il faut que vous réussissiez à établir une confiance entre l'armée et la population. Plus le conflit dure, plus il y a des victimes comme Kumba, comme Garbou, plus la population perd la confiance en l'armée et l'armée devient une armée d'occupation et le problème se complique. Donc moi je pense que, comme l'a dit Edmond tout à l'heure, le président de la République, Paul Biya, s'il a encore les rênes de ce pouvoir, il doit se ressaisir. Le chef de l'État doit se ressaisir. Dialoguer avec les anglophones, parce que vous demandez dialoguer avec qui? Pourquoi vous avez interdit au candidat Toumi de sélectionner les gens avec qui vous allez dialoguer? Il y a chez les anglophones des modérés qui militent pour le fédéralisme. Il y a les extrémistes qui militent pour la sécession. Il faut tenir un dialogue avec des anglophones modérés et extrémistes. Vous sélectionnez les gens dans les deux camps. Le SDF a proposé qu'on libère premièrement tous les anglophones qui sont détenus dans le cadre de cette crise. Il faut libérer tous ceux qui sont arrêtés et emprisonnés à Yaoundé. C'est un début de solution. Par la suite, on ouvre le dialogue avec les anglophones. Parce que tant qu'on va faire le genre de dialogue-là, où on a 1000 francophones et 200 anglophones, les anglophones ne pourront pas exprimer ce qu'ils pensent. Et même s'ils expriment ce qu'ils pensent, on ne prendra pas ça en considération parce que la majorité francophone va dominer. Alors, et c'est ce qui s'est passé depuis 1972. Très bien. Maître Lavoisier, vous parlez de libérer un certain nombre d'anglophones qui, d'une façon ou d'une autre, sont considérés comme étant à l'origine des violences qu'on a observées dans cette partie du pays. Il faut rappeler que certains de ces anglophones étaient au tribunal cette semaine, de même que certains militants du MRC. Il faut se souvenir, Charles Élisant, qu'en juillet 2019, il y a eu une mutinerie à la prison de Yaoundé
la prison centrale Yaoundé. Et au lendemain de cette mutinerie, il y a eu un procès qui a été ouvert contre des personnes qui étaient considérées comme étant responsables de cette mutinerie-là. Il y avait des anglophones, mais il y avait surtout des militants du MRC. Il faut rappeler au passage que ces anglophones estimaient que les conditions dans lesquelles ils étaient détenus, les conditions de vie dans lesquelles ils se trouvaient dans ces pénitenciers-là étaient inacceptables. Et dans la foulée, donc, il y a le premier vice-président du MRC, Mamadou Mouta, qui a été poursuivi par le tribunal de grande instance de Yaoundé. Il a écopé de 24 mois de prison. Cette semaine, on a appris que la cour d'appel du centre a ramené cette sanction à 18 mois et que, bien évidemment, dans les semaines qui suivent, il pourrait retrouver la liberté. Mais, dans le même temps, pendant qu'on partage cet optimisme, on apprend que Olivier Bibounissak et Alain Foguet, qui ont été interpellés dans le sillage des marches du 22 septembre dernier, ont officiellement finalement été notifiés et sont placés sous mandat de dépôt au secrétariat d'État à la Défense. Le sentiment qu'on a, je ne sais pas si c'est votre point de vue, c'est que dans ce procès des militants du MRC, on tourne en rond. Maître Lavoisier Tchapi, je n'étais pas au Grand Dialogue, mais le RDPC y était. À partir du moment où mon parti a été invité et qu'un de nos représentants est parti au nom du RDPC, j'étais. Moi, je suis de ceux qui estiment qu'on est comptable et du passif et de l'actif du parti. Si vous n'étiez pas intitulé personnel, ça c'est votre point de vue, mais le SIF y était. Alors on ne peut pas laver un enfant et verser de l'eau du bain, l'eau de ce bain avec l'enfant dedans. C'est ce que vous voulez faire. C'est pas ça. C'est ce que vous voulez faire. Ça n'a rien à voir. Maître, pardon. Maître. Ça n'a rien à voir. C'est ça le problème dans ce pays. Le problème dans ce pays, c'est que justement, Duval, on a l'impression à un moment donné que certains veulent se prévaloir d'une certaine béatitude, d'une certaine bonté, parce qu'il faut faire de la cour au peuple, et les autres, comme on dit souvent, l'enfer, c'est toujours les autres. Non. Il vient de dire, donc vos camarades qui étaient, ils savent pourquoi ils sont partis, peut-être pour les pédiens. Ça, c'est votre cuisine interne. Je voudrais aussi vous faire comprendre que quand Massouma parle du fait qu'il n'y ait pas de dialogue, en même temps, il dit, il a appris qu'on a ouvert un dialogue avec ceux qui ont tapé, il y a quand même le dialogue. Et je vous dis, je parle ici maintenant, je vais interroger l'internationaliste Ké et mon Kanga. Quand il y a des pourparlers dans ce genre de conflit, ils ne sont pas rendus publics. Vous le savez, ils ne sont pas rendus publics parce qu'on donne la chance à ce que les pourparlers aillent de mieux en mieux. Rien ne vous garantit. Là, nous sommes assis là que le gouvernement de la République, c'est-à-dire Paul Biya, cause avec ceux qui dirigent cette crise, tant interne qu'au niveau international. La vie doit continuer, malgré quelques soubresauts, et là je le dis, de certains bandits qui estiment que, puisque la rentrée scolaire a repris, cette rentrée scolaire, nous avons tous remarqué qu'elle était plus effective que les années d'avant, parce que les mêmes leaders qui appelaient à ce que les enfants n'aillent pas à l'école ont appelé pendant cette rentrée scolaire que les enfants repartent à l'école. On peut estimer que ceux-là qui sont pour le chaos ont compris que l'école est en train de reprendre. La vie est en train de reprendre. La route Babadjou-Bamenda est en train d'être refaite. Le port à l'eau profond de Limbe est en train d'être reconstruit. Non. Le centre hospitalier universitaire Bamenda est en train de... Non, ne dites pas que la route Bafoussam-Bamenda est en train d'être... La route Bamenda-Bouda est réhabilitée. On va pas relancer le débat sur ce sujet. Vous n'avez pas fait cette route il y a 6 mois. Permettez qu'il développe. Allez-y, maître. Vous n'avez pas fait cette route il y a 6 mois. Charles, allez-y. Le centre hospitalier universitaire de réforme Bamenda est en construction. Donc, vous n'allez pas empêcher, dans les zones déjà pacifiées, que la vie reprenne son cours, justement pour donner une chance à ce que l'enfant qui était à Yaoundé pense que la vie est revenue et revienne dans son village où il estime que les études... Là aussi, d'accord avec vous, c'est qu'il y a une franconisation de cet espace. Et là, nous sommes tous d'accord qu'à un moment donné, on ne peut pas être avocat. Ah ben maintenant, on ne sait pas dire good morning. On ne peut pas être sous-préfet là-bas, on ne peut pas être président du tribunal là-bas et ne pas savoir s'exprimer en anglais. C'est pourquoi il y a eu une redistribution de tout ce gotha administratif-là, qu'il y ait au moins 90% qui soit d'expression anglophone. Et quand vous tirez sur le statut spécial du NOZO, qui est une résolution du Grand Dialogue National, c'est une recommandation. Ce sont les anglophones. C'était déjà prévu dans la Constitution. Oui. On n'a rien inventé là-bas. On n'a rien inventé au Grand Dialogue. Maître,
donnons la chance. On a rappelé que c'était déjà prévu. Mais je sais que c'est difficile pour vous. Alors, pour avancer sur le sujet que nous sommes en train de développer, allez-y. Mais maître, je sais que c'est difficile pour vous de ne pas être l'acteur formel des choses, qu'on soit celui qui l'accompagne. Moi, j'estime que donnons la chance à la paix. Ok. Que ce soit pour le Biaké là-bas. Maintenant, sur la question, maintenant, nous sommes tous d'accord. J'ai souvent la peine, Duval, à parler des décisions de justice. Vous savez pourquoi? Parce que j'estime que je n'y étais pas. J'estime que je n'ai pas le dossier. Je ne suis ni le conseil de l'un ou de l'autre. Je ne suis pas de la magistrature, c'est pas moi assise ou debout. Je ne suis pas. Tout ce que je demande, c'est un état de droit. Que la justice soit. Est-ce que justement vous avez le sentiment qu'on est si dans vous êtes un entendu, état c'est de bon. J'arrive maintenant dans le fond des choses. Parce que là, on parle par exemple, si je prends un exemple, vous avez le cas de Olivier Bounissa, Alain Foguet, qui depuis 1 mois, 10 jours, était au CED sans notification. C'est maintenant qu'ils sont placés officiellement. Qu'est-ce qu'on en sait? Leurs avocats en parlent, ils disent qu'ils n'ont pas été notifiés. Non, vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que le jour et même les circonstances de j'ai leur souvent l'habitude de arrestation. mettre, vous êtes un avocat. Je voulais un peu que vous déshabillez l'homme politique que vous êtes, que c'est l'avocat qui s'exprime. C'est celui qui a prêté serment, s'il vous plaît. Non. Oui. Quand vous entendez parler, c'est plus le militant qui parle. C'est plus le militant qui parle. Il me rappelle qu'il y a 2 ou 3 semaines, vous êtes passé dans les médias en étant content d'une décision de justice dans la reprise du contexte, dans le contentieux post-électoral. Vous avez gagné un procès, quoi, Bafoussam? À la Cour suprême. Vous avez gagné un procès. Oui. C'est la justice contentieux municipal. Ce jour-là, vous avez dit la justice est bonne. Elle a bien travaillé parce que vous avez gagné le procès. Je voudrais vous dire, monsieur, non, mais... Oui, mais quand la justice travaille mal, je le dis. Voilà. Et je dois le dire clairement. Vous n'avez donc pas à dire que la justice travaille mal parce que vous avez perdu un procès. Non, pas parce que j'ai perdu un procès. C'est ça le problème. Non. Quand Maître Lavoisier parle, il faut qu'on sache qu'à un moment donné, ce n'est pas le militant du SDF qui parle, c'est un avocat. Et l'avocat qu'il est, moi qui suis un justiciable, je dois écouter des choses qui viennent de lui et qui vont m'édifier et non m'entraîner dans... Oui, monsieur Elisa, je dis que prenons un seul cas, le cas du professeur Maurice Kamto. Ça saute aux yeux. On n'a pas besoin d'être avocat pour savoir que c'est un arbitraire. C'est un arbitraire qui pue. Maître, oui, c'est une illégalité incroyable. Un de vos collègues. On n'est plus dans un état de droit. Un de vos collègues qui est arrivé ici, au Cameroun, à qui on a de l'eau tapis rouge, qui est aujourd'hui ministre de la Justice en France, est arrivé à vu son client, qui est le même Maurice Kamto, quand il était, entre guillemets, selon vos termes, embastillé. Quand il est sorti de la prison, qu'est-ce qu'il a dit pendant sa conférence de presse? Il a dit, si on parle sur les éléments de droit, mon client ne va pas s'en sortir, d'après ce que j'ai vu. Mais je demande donc justement qu'il y ait plutôt une décision politique pour qu'il soit libéré. Et c'est ce que Paul-Biya a fait. Vous savez, c'est très difficile. Et je vous le dis tous les jours. Je le dis tous les jours parce que les procureurs, disons en gros les magistrats, n'ont pas la même aisance liberté, c'est-à-dire n'ont pas la même liberté que vous de s'exprimer. Les propos que vous prêtez à Moretti là, laissez-moi parler. Sont faux. Pourtant justement, c'est faux. Pourtant Moretti n'a jamais dit ça. C'est un procès d'intention. Il n'a jamais dit que son client a tort. Vous inventez une déclaration que vous imputez à un ministre de la Justice en France. Pourtant justement, il doit être libre. C'est faux, monsieur Elie. Ah ça. Non, monsieur. C'est-à-dire... je demande on ne revient pas sur ce n'est pas ça. Je demande aujourd'hui à Equinox de répondre la prochaine fois de nous sortir la bande où ça a été arrêté. D'accord, on va chercher la bande. Mais voilà. Maintenant, pour terminer, je vous dis, dans un procès, il y a le côté politique des choses quand la personne est un homme politique. Je ne veux pas rentrer dans les analyses de mettre Lavoisier Chapi. Il faut qu'on évite justement ça. Si vous estimez que c'est de l'arbitraire, moi ce que j'ai suivi de son collège d'avocats qui a été reçu par le CED et le DGSN, que leur client est assigné à résidence. Et c'est pourquoi il est dans cette situation. Je n'ai pas entendu que la justice a mal fait, la justice a fait ça, c'est vous qui le dites. Donc je dis, Duval Fangwa, je n'ai pas, moi, à analyser les décisions de justice, à l'impact. Et moi je vous informe, je vous informe que l'assignation en résidence résulte d'une décision de justice. Ce n'est aucune décision politique ne peut assigner un citoyen à résidence. Il faut un jugement qui vous assigne à résidence. Et pour le moment, il n'y a pas encore dans le code pénal une décision appelée assignation à résidence. Ça n'existe pas. Maître Lavoisier Chapi, ce n'est pas ici. Alors là, c'est encore une autre entourloupe que vous faites. Non. Allez consulter d'autres avocats. Allez consulter d'autres avocats. Ne dites pas des choses qui juridiquement n'ont aucun sens. Terminez, Charles. Je vais terminer quand il faut que me couper.
D'accord. Alors, vous allez donc reprendre la parole. Il faut dire la vérité aux gens. Sur cette question-là, on a eu comme une lueur d'espoir, en tout cas, parlant des militants du MRC, lorsqu'on a appris que la Cour d'appel du centre avait ramené la décision, la sanction, la peine de prison de Mamadou Mouta à 18 mois. Mais quelques heures après, on a appris que d'autres militants du MRC étaient placés sous mandat de dépôt au secrétariat d'État à la Défense. On tourne en rond? Mais ce n'est pas simplement ceux du secrétariat d'État à la Défense. Beaucoup de nos amis politiques ont été traduits au tribunal de militaires. Et c'est vrai qu'il y en avait qui étaient au commissariat central numéro 1, à Mokolo, à Bastos. Et autre chose. Écoutez, moi j'ai l'impression d'une chose, et je vais le dire ici sans embâche. J'ai l'impression que nous sommes petit à petit en train d'aller vers la légalisation de l'état d'exception. Et ça, je cite un article du professeur Joseph Oona au cours des années 75 qui disait que sous le régime Aïdjo, on était en train de légaliser un état d'exception. Et on a l'impression aujourd'hui de fait que nous n'en sommes pas véritablement très éloignés. Pourquoi? Parce que, pour revenir à un certain nombre de faits, en 1990 dans ce pays, l'opposition organisait des manifestations publiques monstrueuses. C'est-à-dire les gens marchaient de la salle de fête d'Aqua jusqu'au domicile du gouverneur. Il n'y avait ni d'effet d'insurrection, ni d'effet de rébellion, ni d'effet de terrorisme, juste pour avoir exprimé pacifiquement une opinion politique. Je dis à M. Zan que autant vous avez le droit de demander que le président Paul Biya s'éternise au pouvoir et qui renouvelle ses mandats politiques ad vitam aeternam, autant d'autres Camerounais peuvent demander que le président de la République arrête parce qu'il ne peut plus continuer à gouverner ce pays. Ce sont des opinions politiques. Donc on ne peut pas aujourd'hui accepter ce qui est en train de se passer dans ce pays. Vous avez cité des conditions dans lesquelles un certain nombre de nos cadres ont été interpellés. Je vais vous dire, peut-être que ça vous n'avez pas cité, le coordonnateur national Pascal Zambou. Il a été kidnappé ici à Douala. Et traduit probablement au sein de autre chose. Nous sommes dans un régime désormais de terreur. Nous sommes dans un régime où on ne peut plus rien comprendre. C'est-à-dire un minimum de droits et de libertés garantis aux citoyens dans un véritable état de droit ne sont plus garantis aujourd'hui au Cameroun. C'est incroyable. On a réduit à la Cour d'appel du centre quelques peines qui avaient été prononcées l'année dernière concernant les actes de rébellion et de destruction. La Cour d'appel a finalement décidé qu'il n'y avait plus il y a 4 chefs d'accusation. Oui, les autres 4 chefs d'accusation n'étaient plus valides, mais on a retenu les faits de rébellion et a condamné, pour moi, le vice-président et un certain nombre de nos amis politiques à des peines qui restent particulièrement lourdes dans le cadre et à l'épilogue d'une justice qui, pour moi, n'a pas respecté les gages d'impartialité que nous pouvons attendre légitimement en tant que justiciables de notre justice. Et ça pose toujours un certain nombre de choses que nous avons énumérées ici. Nous ne sommes pas dans un état de droit où la justice peut garantir les libertés et les droits des citoyens. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. C'est-à-dire le sens même de notre combat, ce n'est pas que Massoma, ce n'est pas que le professeur et le président Kamto et autres, c'est que les droits qui pourront garantir que les Camerounais vivent dans un espace démocratique libre avec des égalités d'accès aux emplois, aux concours administratifs ou autre chose, c'est le véritable nœud gorgien de notre société et des problématiques liées à notre pays aujourd'hui. On ne peut pas imaginer qu'on assigne le président national du MRC à résidence dans le cadre d'un arbitraire, comme l'a dit Maître Tchapi Lavazé, sans aucune décision de justice. Ce n'est pas acceptable et il faut le dire. Il ne faut pas être membre du RDPC ou du MRC pour fustiger ce genre de choses. Parce que c'est ça qui met en péril la cohésion nationale, c'est ça qui met en péril notre devenir commun, M. Zan. Vos enfants ne devront pas vivre dans un état d'exception permanent. Vos enfants devront vivre dans le cadre d'un État qui garantit les libertés les plus fondamentales aux citoyens. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est ce que le MRC revendique depuis des années. Nous ne pouvons pas continuer. Notre problème et notre objectif, même comme nous sommes un parti politique, n'est pas à tout prix d'arriver au pouvoir et par tous les moyens. Vous cherchez à vous y maintenir par tous les moyens. Nous voulons élaborer
un ensemble de règles communes applicables à l'ensemble de composantes nationales pour que nous vivions en paix dans notre propre pays, pour que nous puissions nous développer de manière paisible et que nous puissions aspirer à un avenir qui est un peu plus réduisant que celui dans lequel, ou le présent dans lequel vous nous avez manifestement plongé aujourd'hui. Donc, c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de reculer, c'est-à-dire de 90 à 2020, 30 ans après, il y a des régressions terribles en matière d'expression de liberté, malgré un certain nombre de lois. C'est vrai qu'il y a eu la loi sur le terrorisme en 2014 et qu'il y a une loi particulièrement liberticide, notamment pour ce qui est du régime des manifestations et autre chose. Mais je peux vous dire que si on envoie la loi de 90 sur les manifestations publiques, il y avait quand même un cadre qui permettait et qui permet toujours de pouvoir avoir une certaine liberté d'expression dans ce pays. Mais on veut museler la conscience collective des Camerounais. On veut embrigader nos consciences. Et c'est ça qui est dangereux. Ce n'est pas parce que nous pensons différemment de vous que nous ne sommes pas de bons citoyens. Nous avons le droit d'exprimer librement nos opinions. Nous avons le droit de vivre dans un État qui nous garantit les mêmes libertés et les mêmes droits que vous, même si nous sommes de l'opposition. Donc voilà le pays dans lequel nous vivons malheureusement. Et je déplore ce qui est en train de se passer avec nos militants qui sont passibles de peine de mort et d'actes de terrorisme et je ne sais pas quoi d'insurrection, juste pour avoir marché pacifiquement le 22 septembre et le 6 octobre. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas le pays dans lequel nous aspirons. Pour ceux qui ont marché, parce que d'autres... oui, je dis pour ceux qui ont marché, même pour ceux qui ont marché. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit sur le plan de la constitutionnalité même de la marche de pouvoir exprimer leurs opinions politiques? Non, quand c'est interdit, non. Qu'est-ce que vous appelez régime d'interdiction? Qu'est-ce que vous appelez régime de marché? Est-ce que vous savez que depuis 1990, oui, parce que vous continuez à parler de ce régime, nous sommes passés, pendant la loi de 1990, nous sommes passés en 1990, après le régime de l'autorisation préalable au régime de la déclaration préalable. Mais après la déclaration, il y a un certain nombre... On dit juste en cas de risque d'atteinte grave à l'ordre public. Est-ce que vous pensez systématiquement que depuis que le MS ou l'opposition marche, est-ce que vous avez entendu un jour qu'on a renversé un plateau d'arachide, qu'on a cassé une boutique ou autre chose? Pourquoi est-ce que vous pensez... Ce n'est pas l'opposition, parlez de vous. Je parle de l'opposition, nous sommes dans l'opposition. Vous n'êtes pas l'ambassadeur de l'opposition, je parle de l'opposition. Ce n'est pas vous qui me dites ce que je dois dire dans le cadre de ce ce n'est pas à vous de dire ce que je dois dire. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois dire. Parlez de vous. Vous savez, le petit nombrilisme qui vous caractérise parce que vous êtes ce que vous êtes là, ce n'est rien du tout. Je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas me dire ce que je dis dans le cadre de l'opposition n'était pas à Cologne. L'opposition n'était pas à Munich. Très bien. Je suis en train de dire ceci. Votre rôle est juste de venir distraire les gens et de créer le désordre pour que nous ne puissions pas débattre. Moi, je ne suis pas là pour faire ce genre de rôle. Je suis là pour débattre dans le fond. Je dis, l'opposition camerounaise mérite beaucoup plus d'égards que la façon dont elle est traitée en ce moment. Et vous ne pourrez pas continuer à embrigader les libertés des citoyens et déterminement. Vous savez ce que vous appelez opposition? Je vais chuter par là du Val. Voilà. Vous appelez opposition, certainement, certains de vos amis qui ont dit qu'ils sont des partis d'accompagnement et de proposition. Pourquoi vous les appelez comme ça? Vous les appelez comme ça justement parce que le leader de ce parti vient de dire que le président de la République doit utiliser les prérogatives constitutionnelles et déclarer un état d'urgence et d'exception pour résoudre le problème de Kumba. C'est-à-dire, voilà ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire, vous dites que pendant que tout le monde appelle à un dialogue inclusif, vous continuez à penser que ce n'est qu'à travers la force et le régime d'exception. Voilà ce que vous appelez opposition. Edmond Kamgia, c'est vous. Edmond Kamgia, c'est vous. C'est Edmond Kamgia qui a la parole en ce moment pour décliner son point de vue sur cette situation des militants du MRC, alors que certains criaient déjà victoire pratiquement au terme de la dernière audience à la cour d'appel du centre. Il y a d'autres qui viennent d'être placés sous mandat de dépôt. On tourne en rond. Je dois regretter pour les cas de Bibou Nissa et de M. Foguet les conditions dans lesquelles ces personnes ont été arrêtées. M'offusque personnellement en tant que juriste, parce que c'est des gens qui n'ont jamais marché. Bibou Nissa a été arrêté chez lui, à son domicile. Le cas de Foguet, et selon les sources concordantes, il se passait quelque chose devant le domicile de Maurice Kamto. Des personnes
qui sont dans les forces de l'ordre, le connaissant bien puisqu'il a enseigné. Il a enseigné dans une école de guerre et il a enseigné des soldats et autres. Il a le respect et l'estime de beaucoup de personnalités. On lui a dit, Monsieur Foguet, il y a un peu de désordre là devant le domicile de Maurice Kamto. Si vous pouvez venir, vous pouvez peut-être apporter la paix entre les forces de l'ordre et ceux qui sont au niveau du domicile de Monsieur Kamto. C'est sur ces entrefaites qu'il se rend sur le terrain et réussit même à calmer, grâce à son entre-gens, ce qui se passait devant le domicile de Kamto. Au moment où il s'apprête à rentrer, voilà une escouade de soldats qui viennent l'interpeller et il se retrouve au 7. Donc, en fait, je voudrais dire que pour le cas de M. Foguet, il a été pris dans une embuscade. Et ça, c'est malheureux. Quelqu'un qui se retrouve dans une situation pour apaiser, se retrouve dans une embuscade et voilà qu'on apprend aujourd'hui que Bibou Nissa, qui a été interpellé dans son domicile, et Foguet pris dans une embuscade, par des personnes certainement de mauvaise foi. On vient d'être placé sous mandat de dépôt. Vient d'être placé sous mandat de dépôt. J'ai dit c'est très grave. C'est pas comme ça qu'on peut apporter la paix dans un pays. Ce ne sont pas des attitudes qui sont susceptibles d'apaiser dans un contexte sociopolitique aussi tendu, dans un pays qui est en guerre par ailleurs. Non seulement dans l'extrême nord, mais dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Et il y a une situation de ni paix ni guerre dans nos frontières avec la Centrafrique, qui ne connaît pas totalement la paix, la Centrafrique. C'est pour dire que si les décisions de justice qui vont permettre de libérer dans la semaine, et peut-être d'ici décembre, certains proches collaborateurs de M. Maurice Kamto, je pense notamment à Mamadou Mota, je regrette pour son cas, on n'aurait jamais dû le juger pour des cas de rébellion ou de destruction. Parce que sachant que le rôle qu'il a joué à la prison centrale de Kondengui était un rôle de médiation. Tout le monde le sait, même les autorités en prison, les autorités carcérales de Kondengui savent que non seulement il a joué un rôle de médiation lorsque ses camarades, lorsque d'autres personnes qui étaient incarcérées là-bas, notamment les anglophones qui avaient été arrêtés, détenus là pendant plusieurs années, essayaient de se plaindre des conditions de leur détention. C'est lui qui apaisait. Il a même évité que des choses négatives arrivent, non seulement aux pensionnaires de la prison, mais aux autorités de la prison, qui, s'il faut tenir compte de leur réaction, de leurs propos, auraient permis tout simplement à ce que Mamadou Mota soit acquitté de tout. J'ai dit lui et ses camarades interpellés dans le cadre de ces procès pour la rébellion et la destruction. Et pour chuter, je voudrais simplement dire ici, le réitérer. Quand j'écoute souvent les communicateurs du RDPC dire qu'on va discuter avec qui, on va négocier avec qui, je suis très surpris. Parce que dans ce pays qui a connu les assauts, les attaques de Boko Haram, plusieurs fois, à des niveaux les plus élevés, et sur haute instruction du chef de l'État, ses proches collaborateurs, à commencer par Ferdinand Ngongo, a été à la tête de plusieurs délégations pour négocier la libération de personnalités camerounaises arrêtées par Boko Haram. Sauf si on veut nous faire croire. Les otages français et chinois. Les otages français, la famille Moulin-Fournier, l'épouse de l'ancien ministre de la Défense, Amadou Ali, ancien ministre de la Justice, et beaucoup d'autres personnalités, y compris un prêtre français qui avait été arrêté, qui était curé en Guéchewe. Il y a eu les Chinois qui avaient été arrêtés. Le Cameroun a négocié avec Boko Haram. Sauf si on veut nous faire croire qu'il ne s'agissait pas véritablement de Boko Haram et d'un autre Boko Haram, parce qu'il faut le redire ici sur ce plateau. Le président de l'Assemblée nationale a dit 1, 2, 3 fois que Boko Haram est parmi nous. Sauf si on veut nous faire croire qu'on n'a jamais négocié et libéré avec le vrai Boko Haram. Messieurs, on sort de l'émission, un dernier tour de table, chacun en 1 minute, pour dire un mot sur le dernier sujet annoncé en sommaire. Maître Lavoisier-Tapi, vous parliez tout à l'heure de Maurice Kamto en résidence surveillée. Un panéliste qui, dans cette émission, je crois sur le plateau, indiquait que le Cameroun a exporté un système de répression de l'opposition
On se souvient qu'en Guinée-Conakry, Cellou Dalein Diallo, principal opposant à Alpha Condé, a également été placé en résidence surveillée parce qu'il y avait des gens qui contestaient le 3e mandat de Alpha Condé. On vient de voir qu'à côté, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est pratiquement en train de réussir un tour de force avec ce 3e mandat qui est également contesté. Il y a eu des violences qui ont éclaté dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire hier au cours de l'élection présidentielle. Il y a une malédiction francophone en matière d'élection en Afrique? Oui, oui, tout à fait. Et cette malédiction, Jacques Chirac l'a si bien exprimée à Abidjan. Jacques Chirac disait que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. Parlant des Africains francophones, les anciennes colonies françaises ne sont pas mûrs pour la... Il a bien dit vraiment, regardez l'Afrique centrale. Quel président a fait moins de 30 ans au pouvoir en Afrique centrale? On a cru que la démocratie était en train de s'installer en Afrique occidentale, en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont en train de copier exactement ce que Paul Biya est en train de leur enseigner. C'est-à-dire que le virus de la présidence à vie est en train d'envahir l'Afrique de l'Ouest. Et Alpha Condé, qui était un opposant farouche, oui, à la dictature guinéenne. Oui. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, on a pensé qu'il pouvait faire mieux. Il fait pire. Il fait pire. Il fait pire. Il marche sur le sang des Guinéens pour se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Et Ouattara, il ne faut pas oublier comment Ouattara est arrivé au pouvoir. C'est par une rébellion armée installée par l'ONU. Ce n'est pas les populations ivoiriennes qui, en premier, ont voté Ouattara. C'est l'ONU qui fait... On demande au président du Conseil constitutionnel ivoirien de changer, la proclamation de Barbeau comme président de la République et de faire que ce soit Ouattara. Vraiment, l'Afrique de l'Ouest, c'est une malédiction pour les francophones. Et je voudrais, s'il te plaît, je voudrais conclure en disant que regardez les pays anglophones d'Afrique. Il y a alternance dans les... Pourquoi il y a alternance dans les pays anglophones d'Afrique? Il n'y en a pas dans les pays francophones. Ce même Ouattara du Val aujourd'hui, il y a combien d'anciens chefs d'État sortis de cette élection que l'Occident ne va pas nous imposer ses règles. Pour dire en des termes beaucoup plus simples que l'Occident ne va pas nous imposer la démocratie et les règles démocratiques. Imaginez que aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit pratiquement en sang parce qu'on doit digérer un 3e mandat de M. Ouattara. C'est inacceptable. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui ont décidé de plonger l'Afrique du mauvais côté de l'histoire. Ils sont la honte de l'Afrique. C'est-à-dire les Alpha Condé, les Ouattara, c'est des personnes qui symbolisent tout ce que l'Afrique peut avoir de propre en matière de gouvernance et en matière de démocratie. Monsieur Zan, vous attendez peut-être que je cite le président. Donc je vous laisse à votre propre conscience. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous avez dit, j'espère que vous attendez que le président de la République, c'est bon, c'est le président de la République. Mais c'est le président de la République. Non, c'est du malin. Non, c'est le président de la République. Je voudrais juste dire que d'après votre développement, à vous deux, mettre dans la chapitre et tout, et vous, Paul Biya est très fort finalement. Paul Biya est très fort. Alors, sur la situation que connaît la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est vraiment difficile et regrettable. D'abord, pour le cas de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, c'est un opposant historique qui aurait dû sortir par la grande porte, qui fait un mandat de trop. En réalité, en Côte d'Ivoire comme en Guinée, la constitution a été modifiée. Et cette constitution, en réalité, a remis les compteurs à zéro. Leur permet non seulement de faire un 3e mandat, mais un 4e mandat. C'est ça qu'il faut remodifier la constitution, encore faire un 5e à vitam aeternam. Et l'élève de Ouattara est ici à Yaoundé. Je vous en prie. Pour la Côte d'Ivoire, sincèrement, je pense que Ouattara avait pris au départ une bonne décision, c'est-à-dire celle qui consistait à ne pas être candidat. Et le fait qu'il ait malgré tout décidé, il a indiqué que c'est contre sa volonté. Oui, il dit que c'est un sacrifice contre sa volonté, mais c'est un messianisme qui ne tient pas. Parce que, je vous en prie, je dis que Ouattara avait la possibilité de faire en sorte que le RHDP soit représenté à cette élection par quelqu'un d'autre. Il y a des cadres importants qui sont jeunes. Il n'y avait pas que Amadou Gon Coulibaly qui est parti, qui est mort. Donc aujourd'hui, nous devons beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire, beaucoup prier pour la Guinée-Conakry, parce que la situation post-électorale qui arrive, il y a déjà plusieurs vingtaines de morts ici et là.
il faut redouter le pire et souhaiter véritablement qu'il y ait un véritable dialogue politique dans ces pays. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. En ce moment, c'est la guerre de communication là-bas. Le RHDP estime que l'opposition a échoué dans le boycott. L'opposition, pour sa part, estime qu'il n'y a pas eu élection. On suivra. Merci à vous, Edmond Kamga, d'être venu. Merci à vous, Christian Massouma. Merci à Charles Lisan et surtout à Maître Lavoisier Tapi. Bon retour à Bafoussa. Merci à toute l'équipe technique. Droit de réponse de ce dimanche, point final. Au revoir.